Quand tu n'as pas de glucides dans ta diète, ça veut dire que tu es dans un environnement sérieusement merdique et tu finis tôt ou tard par payer un certain prix. Je m'appelle Christian Petten, je suis nutritionniste, je me spécialise dans la santé métabolique et hormonale. Tu vas faire 4 heures de course à pied, ton corps va abaisser son métabolisme de base les heures après, voire les jours après. L'énergie que tu as mis pour courir comme ça pendant 4-5 heures, c'est de l'énergie qui a été orientée dans cette direction et qui n'a pas été orientée vers d'autres fonctions de l'organisme, comme la fonction digestive. Et c'est là que tu comprends très bien pourquoi il y a tous ces problèmes digestifs chez les coureurs Ouais. de fond. Après, la course à pied, c'est encore un sport particulier par rapport à ça, parce que tu as les chocs. Chaque fois, le système digestif se prend des branlées. En plus, dans un système qui est moins bien perfusé, et tu Mmh. comprends pourquoi ces sportifs-là sont facilement touchés au niveau digestif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pallier à tous ces troubles digestifs? On amène de l'énergie qui est la plus simple à absorber par l'organisme. Et l'énergie la plus simple qui soit, c'est Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les bases de la nutrition? Et du coup, dans un premier temps, que tu nous expliques un peu les 3 sources énergétiques que le corps utilise? les bases de la nutrition. Ben, tout d'abord, on doit manger pour fournir de l'énergie et des ressources à l'organisme. Et c'est à travers ces ressources-là, cette énergie, que l'organisme peut maintenir sa structure, sa cohérence, il peut se développer, il peut se réparer, se régénérer. Et à l'âge adulte, eh bien, simplement déjà se maintenir. Alors évidemment, on a potentiellement d'autres sources d'énergie, la lumière, et cetera. Maintenant, à mon sens, ça me paraît assez évident que l'alimentation est une source majeure, probablement la source majeure d'énergie pour le corps humain. Certains ne sont pas d'accord, c'est en tout cas mon avis. Z Donc ensuite, concernant les 3 grandes, sources, d'énergie qu'on appelle des macronutriments, on a, les glucides, les lipides et les protéines. Alors, ça, c'est les sources, on va dire, alimentaires. Après, au niveau sources énergétiques, le corps peut produire de l'énergie à partir d'autres substrats qui sont issus du métabolisme, comme les corps cétoniques, le lactate et d'autres choses. Mais si on reste sur les 3 grands, macronutriments que vous trouvez dans les aliments, que vous voyez sur les étiquettes alimentaires, qui sont pas totalement, correctes évidemment, il y a une grosse marge d'erreur là-dessus, on pourra en reparler. C'est ce qui va constituer les calories finalement, de votre aliment, qui est une mesure abstraite, enfin abstraite. On vient, théoriquement, mesurer l'énergie qu'un aliment est capable de dégager, mais dans un appareil, mécanique, et c'est pas absolument 100 précis par rapport à ce qui va se passer dans le corps humain, mais disons que ça donne déjà une bonne image de l'énergie qui peut être contenue dans un aliment. Donc on a, comme on a dit, les lipides, les glucides, les protéines. Alors les troisièmes, les protéines, sont pas une bonne source énergétique, pour le corps humain. Hem, c'est essentiellement à la base, des blocs de structure, des molécules, qui vont servir à construire diverses choses. On peut penser à des protéines musculaires, mais aussi à des enzymes, ou ce genre de choses. En cas de carence sévère en énergie, donc en plutôt en substrat énergétique, glucides et lipides, notre organisme est capable de transformer des protéines, heu, en énergie, Mmh. notamment, dans créer du sucre, hein, du glucose. Mais c'est un processus qui est, peu efficace, donc qui n'est pas prioritaire. C'est aussi un processus qui génère certains déchets métaboliques qui peuvent être toxiques lorsqu'ils s'accumulent, ou en tous les cas qui vont ajouter une charge sur l'organisme, sur l'appareil hépatique, sur le foie, hein. Donc en fait, on se retrouve avec 2 sources alimentaires principales, on peut dire, de substrats énergétiques, qui sont les glucides et les lipides, chacun ayant, ses particularités, ses avantages, ses inconvénients. On pourra en parler plus en détail. Hem, les glucides, sont une énergie moins concentrée en termes d'énergie par gramme par rapport aux lipides, raison pour laquelle les lipides sont un très bon carburant de stockage notamment. Mais les glucides permettent, une, production énergétique plus rapide, qui est très utile lorsqu'on a un effort intense à produire, par exemple.
Après, il y a énormément de nuances, là derrière. Mmh. Là, c'est vraiment des bases, hein, évidemment. Avant de continuer la vidéo, si t'aimes ce qu'on partage ici, là, ce que je vais te proposer, ça va vraiment t'intéresser. Parce qu'on s'est tous déjà retrouvés à faire 10-15 heures d'entraînement par semaine et on se retrouve le jour de la course et il y a rien qui fonctionne. Et en fait, c'est pas du tout un manque de discipline ou le fait qu'on travaille pas assez. En fait, c'est juste un manque de compréhension. Et du coup, j'en ai parlé à Didier Barani, qui est notre physiologiste. C'est lui qui nous a accompagnés pour notre premier Ironman en partant de zéro. Moi, je venais du rugby, je faisais 100 kilos et j'ai terminé la prépa à 86 kilos. Et Didier, en fait, lui, il travaille dans l'ombre de champion olympique et champion du monde et il m'a expliqué un truc très simple. La plupart des athlètes, ils stagnent pas parce qu'ils s'entraînent mal, ils stagnent parce qu'ils savent pas analyser, comprendre et adapter leurs séances à leurs vrais besoins. Et alors, c'est pour ça qu'on a décidé de construire une formation complète pour apprendre aux athlètes d'endurance à tester leurs capacités, test VO2 max, zone d'effort, construire un plan adapté à leur vraie vie, ajuster en fonction de leurs données et de leur fatigue et pour arriver le jour J et performer. Et si tu veux faire partie des tout premiers excédés, faut t'inscrire à la newsletter. Tu recevras les coulisses de la méthode, des outils concrets pour progresser et surtout une réduction exclusive réservée uniquement aux inscrits. C'est totalement gratuit, ça prend 3 minutes à lire et tu peux te désinscrire en un clic. Mais chaque email est envoyé qu'une seule fois, donc si t'es pas déjà inscrit, tu risques de rater la réduction. Le lien est dans la description. Ouais, ouais. Et parce que du coup, qu'est-ce qui se passe à l'ingestion de chacun de ces macronutriments? Parce que tu nous as parlé aussi des protéines qui servent plutôt à construire, et les glucides et lipides, c'est plutôt ça la source d'énergie. Mais est-ce que tu peux, parce que quand on a des glucides, souvent le corps il préfère peut-être prendre des glucides que des lipides, et souvent si on a que des lipides, bah il arrive à faire sans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Mmh. Volontiers. Bon, dans ta question, tu as mentionné un aspect important, c'est que ce qu'on avale, donc l'aliment qui contient des glucides, des lipides, même si on avale en fait du sucre pur ou je sais pas moi, des acides gras purs ou de l'huile, c'est encore pas de l'énergie. Souvent les gens, simplifient en se disant que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie potentielle, l'énergie est stockée dans les molécules, mais c'est un substrat énergétique qui doit encore être transformé par notre corps en énergie utile, via un métabolisme qui est relativement complexe, qui peut être, anaérobique ou aérobique, c'est-à-dire avec ou sans, l'aide ou l'utilisation de l'oxygène. Donc on a un métabolisme oxydatif, et un métabolisme lactique, le 2e concernant essentiellement, les glucides. Et évidemment, tout le monde ne va pas déjà absorber au niveau intestinal, ces différents, substrats énergétiques avec la même efficacité. Hem et ne va pas ensuite les transformer avec la même efficacité. On voit que pour avoir de l'énergie utile qui est tirée de ces substrats énergétiques, il y a un énorme processus, qui diffère un peu entre les glucides et les lipides, mais qui, d'une manière, de façon générale, n'est pas simple, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes et on va dire qu'il y a à plusieurs endroits, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des problématiques qui naissent. Il peut y avoir une carence, en un micronutriment essentiel, magnésium, vitamine B1 ou autre, hein. J'en cite simplement comme ça, par on va dire des micronutriments qui sont connus pour ça. Heu, donc le fait d'absorber des substrats énergétiques ne garantit pas d'être énergisé derrière, d'avoir de l'énergie. On dit souvent que les gens, qui sont en surpoids, qui sont obèses, ont trop d'énergie sur eux. C'est en général absolument faux, c'est même en général le contraire. Ils ont beaucoup d'énergie stockée ou de d'énergie potentielle stockée, donc de substrat énergétique qui est stocké sur eux. Mais en général, c'est des gens qui ont des faibles niveaux énergétiques au niveau cellulaire, donc peu d'ATP, qui sont en déficit énergétique. Leur corps n'est pas capable de produire beaucoup d'énergie ou ne veut pas produire beaucoup d'énergie, préfère stocker, il est programmé pour stocker, pour faire simple. Donc c'est des aspects importants, qu'il faut comprendre dans le discours. OK, et du coup, à chaque fois, quand il y a l'ingestion de chaque macronutriment, du coup, tu as dit que c'était pas tout de suite ça qui était, l'énergie, mais du coup, c'est décomposé et après ça se crée, ça fait de l'ATP, est-ce que c'est ça? Et après, c'est l'ATP qui est utilisé par le corps pour, l'énergie? Ouais, bon, la thématique de l'énergie, elle est de toute façon très vaste et complexe et glissante, parce que tu peux avoir ici, on pourrait avoir avec nous,
des spécialistes de la question, hein, des professeurs en physique ou autres, qui seraient probablement pas d'accord exactement sur la définition de l'énergie et aucun n'arriverait à donner, une définition intrinsèque. C'est un des grands mystères, du cosmos, on peut dire, l'énergie. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, on la définit toujours par rapport à autre chose et quand on parle d'ATP, on sait que dans le corps humain, c'est, une molécule dite à haute énergie. C'est-à-dire que c'est une molécule qui peut transmettre facilement son énergie à d'autres molécules ou à des enzymes qui vont l'utiliser pour transformer quelque chose en autre chose, par exemple. Donc l'énergie, elle est transférée depuis une molécule, que ce soit des glucides ou des lipides. Petit à petit, ces molécules sont séparées en sous-molécules et l'énergie, elle est entre guillemets «stockée» dans les bonds, donc dans les liaisons qu'il y a entre, des atomes, entre des électrons ou autres. Et cette énergie, elle est jamais perdue en fait, elle est transférée à autre chose et notamment à l'ATP. Dans le processus de production énergétique dans le corps humain, on va produire de l'ATP principalement, mais aussi du CO2 et de l'eau. C'est-à-dire que les glucides et les lipides, lorsqu'ils sont transformés en énergie dans les mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques cellulaires, là où le gros de notre métabolisme énergétique, a lieu, on produit ces 3 molécules principalement. Donc, de l'eau physiologique, du CO2 et de l'ATP. Le corps humain est aussi capable de produire de l'énergie sans oxygène hors des mitochondries par un processus, plus direct, qu'on appelle la fermentation lactique ou glycolyse anaérobie, qui est un métabolisme beaucoup moins efficace, très archaïque, très, très ancien dans l'évolution des êtres vivants, qui produit, 15 à 20 fois moins d'énergie par gramme de glucides. Donc c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez utiliser en permanence dans l'ensemble de Ouais. votre corps, parce que ce serait impossible de vivre comme ça pour un organisme, aussi, gourmand en énergie que le corps humain. Et et dans beaucoup d'états pathologiques, en fait, on voit une augmentation de ce métabolisme lactique où on voit que les cellules sont difficilement capables de produire de l'énergie efficacement à travers les mitochondries, un processus qu'on appelle l'oxydation ou la respiration cellulaire. Hein, donc voilà, je sais pas si tu as des questions par rapport à ça ou si tu veux. Ouais, non, mais si, c'est super intéressant. Là, on comprend un peu mieux le rôle de chaque macronutriment, comment il est assimilé et comment il est transformé en ATP, en fait. Et même si c'est pas, il n'y a pas que ça, mais c'est un peu le gros du truc. Et du coup, il y a aussi, quand on ingère des aliments, il y a aussi l'insuline qui rentre en compte. Et souvent, bah, tu as une hausse, quand tu manges, beaucoup de glucides et puis, sinon, tu as un peu moins haut, quand tu manges pas et cetera. Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que d aussi ce que j'ai dit, c'est juste ou pas? Sur le fond, c'est juste, hein, maintenant en réalité, on se rend compte que c'est évidemment plus complexe que ça, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a d'autres molécules qui sont impliquées, il y a pas que l'insuline. L'insuline, ça a été une sorte d'épouvantail parce qu'on a tendance à voir une élévation de l'insuline, dans de nombreux états pathologiques. Et pourtant l'insuline, elle a des rôles, vitaux dans le corps humain ouais, et si la solution, c'était d'avoir le moins possible d'insuline, bah, il faudrait qu'on soit tous diabétiques de type 1 et eux savent très bien quel est le problème lorsqu'on n'a plus d'insuline. On ouais. meurt assez rapidement si on n'a pas des médicaments. Donc l'insuline a des rôles, très, très importants. Maintenant, évidemment, lorsqu'on voit une élévation chronique de celle-ci, c'est mauvais signe. Donc un des le l'insuline, c'est fondamentalement un signal d'abondance, si on veut simplifier à outrance son rôle, clé. Ça signale, dans l'organisme qu'il y a des ressources énergétiques, des substrats énergétiques, en abondance, à disposition et qu'on peut en faire quelque chose. Mais ensuite, il y a toute une programmation hormonale qui peut être différente selon les gens, selon la situation, selon le vécu, qui fait que l'insuline va plutôt, engendrer, par exemple, la prise de masse grasse ou au contraire va amener, l'énergie, par exemple, dans la chaîne musculaire pour produire, de l'énergie, stocker du glycogène musculaire, ce genre de choses. Donc l'insuline, c'est pas un vilain, c'est pas un méchant, mais évidemment, c'est une molécule qui peut devenir problématique lorsqu'il y a des problèmes là derrière. Tu as mentionné que les glucides faisaient monter l'insuline. C'est vrai parce que les glucides sont un signal d'abondance énergétique, mais les protéines font aussi monter l'insuline Mmh. et c'est parfois surprenant pour les gens
d'apprendre que des aliments qui contiennent quasi pas de glucides, mais beaucoup de protéines, peuvent entraîner des pics d'insuline très importants. Un exemple, c'est par exemple l'œuf. Mais la viande peut le faire aussi. Donc, Et c'est dû à quoi ça? c'est simplement dû aux signaux, qui sont générés. Maintenant le micro-détail des voies métaboliques, c'est évidemment complexe, mais Ouais, l'insuline, c'est pas un simple signal de disponibilité du glucose. ouais. Et du reste, l'insuline peut être basse alors que le glucose est élevé dans le sang. S'il y a beaucoup de stress, puis que le corps produit beaucoup de glucides par néoglucogénèse. Donc c'est pas vraiment un signal de disponibilité du sucre en soi, Mmh. l'insuline. C'est plus un signal d'abondance de ressources, en tous les cas dans un état physiologique, sain, on va dire. Heu, Dans un état pathologique, ça peut être en roue libre permanente, on va dire. Mais ça amène à certaines questions, ou à certaines problématiques potentielles. C'est que si tu manges des protéines, seules, en grande quantité, comme du blanc d'œuf ou, de la viande très maigre, tu amènes beaucoup de protéines, très peu d'énergie. Tu as un pic d'insuline qui va naître de ça. Mmh. Le sucre qui circule dans le sang va être, intégré au niveau cellulaire, en plus rapidement, que ce soit au niveau musculaire ou au niveau du tissu adipeux ou ailleurs. C'est les 2 tissus principaux, hein, qui répondent à l'insuline, on va dire, avec le foie aussi, et ça va générer une hypoglycémie, Mmh. et l'hypoglycémie est très mal tolérée par l'organisme humain. On entend souvent qu'il faut pas de pic de glycémie. On oublie les pics de glycémie dans l'autre sens. On a tellement, fait peur aux gens avec le glucose, avec le sucre, qu'on oublie qu'un taux de sucre insuffisant, c'est très mauvais pour l'organisme, pour la simple et bonne raison qu'on a des cellules qui dépendent du glucose pour vivre. Mmh. On a par exemple les globules rouges qui ne peuvent pas, fonctionner ou ouais, qui peuvent pas fonctionner sans glucides parce qu'elles ont pas de mitochondries déjà. Donc elles dépendent totalement du glucose. Mais on a d'autres organes qui dépendent partiellement du glucose, et l'exemple le plus connu, c'est le cerveau humain, ou le cerveau à la limite de tous les mammifères à ma connaissance, qui dépend du glucose pour son fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de 100 de glucose, pour sa production énergétique, mais il est quasiment incapable de fonctionner sur les lipides, raison pour laquelle en situation de pénurie de glucides, un organisme, de hautement développé comme un mammifère, comme un être humain, va pouvoir ou va produire des corps cétoniques pour alimenter le cerveau lorsque les glucides sont en disette, en restriction. Et chez quelqu'un de parfaitement adapté, on estime qu'on peut peut-être alimenter le cerveau à hauteur de 70-80, 70-80 de, de corps cétoniques. Mais il y a toujours besoin d'un peu de glucose, peu importe l'état d'adaptation, qu'il y a derrière. Et ça a enfin, la raison est assez simple, en fait. C'est que le glucose est le carburant le plus efficace, le plus propre, n'en déplaise à beaucoup. Le cerveau humain ne peut pas fonctionner sans glucides, c'est impossible. Il peut fonctionner sans corps cétonique pendant des années, il y a pas besoin de corps cétonique pour un cerveau humain. Ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'il en ait pas, je suis pas en train de dire ça, mais en tous les cas, il peut fonctionner avec 100 de glucides, le cerveau humain. Il peut pas fonctionner avec 0 de glucides, c'est pas possible. Donc c'est quelque chose qu'il est important de comprendre, et la raison, c'est vraiment la propreté ou l'efficacité, et on va dire propreté et l'efficacité de ce carburant. Heu, les lipides ne sont quasiment pas utilisés par le cerveau humain parce qu'ils produisent beaucoup d'espèces réactives de l'oxygène, donc de stress oxydatif lorsqu'ils sont brûlés, ou lorsqu'ils sont transformés en ATP, pour dire ça différemment. Et les neurones étant particulièrement sensibles à ça et exigeant une haute production énergétique, c'est pas possible pour eux, en fait, de fonctionner sur des lipides. OK, et du coup, qu'est-ce qui se passe dans le corps là quand on enlève, tous les glucides en fait? Parce que là, tu nous as parlé du cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le corps aussi quand tu enlèves tout? Et bah, c'est quoi les effets positifs? Mais aussi, tous les effets négatifs parce que c'est pas tout beau tout rose, parce que quand on entend, souvent tous les gens qui parlent de régime cétogène ou, de low carb, c'est souvent un peu le régime miracle, mais il y a toujours, des trucs qui se cachent, sous le tapis. Ouais, ouais. Alors, ce qui se passe, si tu as plus de glucides dans la diète, comme ils sont
vitaux pour un être vivant, Mmh. et qu'en quelques heures sans glucose ou peut-être même quelques minutes probablement, tu aurais déjà tes neurones qui mourraient. Notre corps a acquis la capacité pour en produire d'urgence. Ce Mmh. qui fait dire à beaucoup de gens: «Les glucides sont, pas essentiels, ils sont pas importants». Enfin, en tout cas, ils sont pas essentiels. Donc c'est vrai qu'on peut survivre sans glucides alimentaires, ce qui veut absolument pas dire que ce soit l'état optimal. Ça, c'est un autre débat. Donc qu'est-ce qui se passe? Si tu as plus de glucides alimentaires, ton corps va en produire de différentes manières. Tu auras au tout début, en tous les cas, une hausse de certaines hormones d'adaptation, dites hormones de stress, notamment le cortisol. Alors, essentiellement, c'est l'adrénaline au début, puis le cortisol qui Mmh. reprend assez vite le flambeau, et le glucagon, lui aussi. Donc, on aura tout d'abord une glycogénolyse, donc en fait, le foie va commencer à fournir son glycogène hépatique, qui est une réserve de sucre principalement à destination du cerveau. Et plus un animal a un gros cerveau, plus il est censé aussi avoir un stock de glycogène hépatique important pour assurer le coup. Mais cette réserve de glycogène hépatique, elle est pas infinie, en fait. Elle peut alimenter Mmh. le cerveau pendant peut-être, allez, 1 jour, peut-être 2 jours grand maximum. Heu et ensuite, il faut continuer à produire du sucre. Comme on l'a vu, on doit pouvoir en produire. Donc on a un processus, qui s'appelle la néoglycogénèse, qui a lieu, principalement dans le foie, dans les cellules du foie, qui peut utiliser divers substrats. On a parlé des protéines en début de podcast, qui peuvent servir, certains acides aminés, en tous les cas, peuvent servir à produire du glucose de manière peu efficace. Hem, il y a une perte énergétique nette, d'environ 30 dans les grandes lignes. Certains disent un peu plus, d'autres un petit peu moins, mais on va dire à peu près 30 de perte énergétique. Donc c'est clairement peu efficace, hein, c'est vraiment une perte qui est importante. Mais on peut aussi, produire du glucose à partir d'autres substrats, comme le lactate, par exemple, qui peut être, régénéré dans ce qui s'appelle, je crois, le cycle de Corée de mémoire, qui peut être régénéré en glucose. Mais on a aussi, le glycérol qui est en fait imaginez qu'un triglycéride, donc la molécule, de sous laquelle les lipides sont les plus souvent présents dans un organisme vivant et dans le corps humain. Imaginez que c'est comme une fourchette, ou l'avant d'une fourchette avec les trois une fourchette à 3 dents. Et puis, ces 3 dents sont tenues ensemble par une molécule qui s'appelle le glycérol, et ce glycérol peut être transformé aussi en glucose dans le processus de néoglucogénèse. Heu, la transformation à partir du glycérol, elle est plus efficace qu'à partir, des acides aminés. Ça, c'est une chose qui est évidente. Mais, mais à ma connaissance, c'est pas possible d'avoir à 100 une production du glucose en néoglycogénèse Mmh. à partir du glycérol. En général, le corps va mettre en place, plusieurs mécanismes en parallèle. Donc il va transformer en partie des acides aminés issus de la diète ou issus des tissus maigres. S'il y a pas assez de protéines dans la diète, il va les puiser dans le tissu, maigre, que ce soit, musculaire ou différents organes. Certains sont très sensibles et sont très vite touchés par les hormones de stress, comme le thymus, par exemple. Mais certains imaginent, on a tendance à simplifier dans certains milieux, puis dire, «Oui, tant qu'on mange des protéines, on va pas toucher au tissu maigre. C'est seulement s'il y a pas assez de protéines que le tissu maigre est touché». Mais dans les organismes vivants, c'est jamais noir-blanc, et Mmh. c'est pas comme un aiguillage de chemin de fer où on passe à 100 d'un côté, puis quand on n'a plus, on change d'aiguillage et puis on part de l'autre côté. Heu, il y a évidemment une répartition qui s'effectue, mais il y a toujours un peu de catabolisme qui s'effectue, même si vous amenez des protéines, alimentaires. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, les avantages, les inconvénients, bon, parmi les avantages, fondamentalement, moi, j'en vois pas des avantages, quand je vais au fond des choses. Sauf dans de nombreux cas. On va dire, pourquoi je dis fondamentalement j'en vois pas, c'est que chez quelqu'un qui est en très bonne santé métabolique, très bonne santé digestive, je vois absolument pas l'intérêt de se priver de glucides. Mmh. Vraiment pas. Maintenant, chez quelqu'un qui a des troubles digestifs avec une mauvaise absorption des glucides, pour différentes Ouais. raisons, il peut y avoir une infection fongique, il peut y avoir pas mal de choses. Si on mange des glucides, et en particulier certains types de glucides, vont provoquer des troubles digestifs qui vont générer de la toxicité dans l'intestin. Une des toxines les plus étudiées, les plus connues, c'est l'endotoxine, qu'on appelle LPS, qui va être absorbée dans le sang.
et qui va bloquer, pour faire simple, beaucoup de processus dans le corps, dont la production énergétique, dans les mitochondries. Donc évidemment, c'est vite une situation catastrophique et parfois c'est préférable, d'avoir moins de ce carburant génial, mais de pas bloquer toute la machinerie avec la Bah, ouais. toxicité, tant qu'on n'a pas résolu le problème digestif. Et malheureusement, de nos jours, c'est fréquent. Les gens avec des troubles digestifs, Ouais. qui tolèrent mal différentes formes de glucides. On pourra aborder tout ça, plus tard. Donc ça, c'est un des contextes où on peut avoir un avantage de limiter ou d'éliminer les glucides de sa diète temporairement, même si à mon sens, on devrait plutôt essayer de travailler en parallèle sur le problème de fond. Mais Mmh. après, il y a aussi, tous les aspects justement directement de production énergétique à partir du glucose. La production énergétique à partir du glucose, c'est la plus fragile. C'est la plus efficace, mais c'est aussi la plus fragile. Et très souvent, bah, une voiture de course, elle est aussi, elle a tendance à être plus fragile que le 4x4 tout-terrain, ou la Jeep militaire, Willys, quoi. Heu et c'est un peu le cas aussi. C'est-à-dire que on a facilement des goulets d'étranglement et des blocages sur la production énergétique à partir du glucose. Mmh. On va pas aller dans le détail, mais elle a facilement tendance à être impactée. Et si elle est impactée et que vous êtes sur une diète glucidique, une des premières, un des premiers symptômes, ça va être, un dysfonctionnement au niveau de la sphère cognitive. Vu que le cerveau a vraiment besoin d'être capable d'utiliser efficacement ce glucose, s'il a pas le carburant de réserve, c'est-à-dire les corps cétoniques, il a que le glucose, mais qu'il est pas capable de les utiliser efficacement, vous allez avoir, du brouillard mental, de la Mmh. peine à vous concentrer, des troubles de la mémoire, de la dépression, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui ont des améliorations lorsqu'ils enlèvent les glucides, parce que tout d'un coup, il y a le carburant de réserve qui arrive une fois que l'adaptation est faite. Et c'est mieux d'avoir un carburant qui est 90% à 90% de l'efficacité du glucose, un peu moins efficace. Ça fait quelques compromis sur la pensée complexe ou des choses comme ça, mais au moins ça fonctionne. Parce que votre super carburant, si vous êtes plus capable de l'utiliser, ça vous sert Mmh. à rien et ça génère des gros problèmes. Donc ça, c'est les situations ou les contextes où je vois une utilité en fait, potentielle, même si en parallèle, pour moi, il faut essayer de restaurer la capacité à utiliser les Oui, parce glucides. que c'est pas normal qu'il y ait que les gens n'arrivent pas à utiliser les glucides et c'est qu'il y a un problème plus profond et qu'il faut régler ce problème-là. Mais parce qu'on serait tendance à dire, bah, si on prend pas de glucides pour, un athlète, qui fait de l'endurance, si tu prends pas de glucides et bah, du coup, tu vas maximiser, ta lipolyse, du coup, l'utilisation des graisses et du coup, quand tu vas en amener et ben, en fait, tu auras besoin d'en amener beaucoup moins pour que ça soit beaucoup plus efficace. Alors que si quelqu'un avait un régime plus riche en glucides, eh ben, il aurait peut-être besoin d'en mettre plus pour avoir un effet, le même effet que le mec qui en a pas eu. Tu vois? Il y a beaucoup, hein, de théories comme ça. Évidemment, dans le sport d'endurance, c'est un milieu particulier où, comme l'intensité d'effort est faible, Mmh. alors sans vouloir vexer le sportif d'endurance, Non, mais non, bah, non, évidemment, mais, c'est pas un sprinter, il est pas en train de donner, toute sa capacité sur 100 mètres. oui, C'est ça a une difficulté qui est la durée, mais mmh, l'intensité à l'instant T, elle est relativement faible. mmh, Et pour ce type d'intensité, les lipides sont largement suffisants. Et du reste, chez un sportif d'endurance, qui fait du marathon ou de l'ultra trail, même s'il est en diète cétogène, même s'il est adapté il produit beaucoup de corps cétoniques, les corps cétoniques vont principalement être, à destination du cerveau, tout d'abord, et de quelques organes qui nécessitent d'un carburant de meilleure efficacité que les lipides. Mais le tissu musculaire, lui, il va brûler des lipides. Parce que mmh, en fait, pour la production d'ATP nécessaire à la minute, c'est suffisant et le corps gère ça très bien. ouais, Ah. Maintenant, tu me demandais aussi les désavantages, en fait, d'enlever les glucides. Bon, tout d'abord, tu décides, en fait, d'enlever le carburant, le plus efficace pour tes cellules. Heu, donc déjà là, il y a un désavantage qui est clair et ouais, net, et donc ça se traduit notamment par une production de CO2 qui est plus faible. Quand tu brûles des lipides, tu produis moins de CO2 qu'en brûlant des glucides.
C'est pareil avec les corps OK. cétoniques, tu vas produire un petit peu moins de CO2. Ça peut paraître surprenant de dire ça, comme un désavantage parce que les gens pensent que le CO2 c'est un déchet qui n'a pas de fonction, alors que c'est une molécule extrêmement importante, dans la physiologie humaine. Dans la physiologie de tous les êtres vivants, du reste, à ma connaissance, il y a aucun être vivant qui vit, sans CO2 dans son métabolisme. Contrairement à l'oxygène où on a des êtres vivants qui vivent sans oxygène. Le CO2 ça, à ma connaissance, ça existe pas. C'est une molécule qui sert par exemple à oxygéner les cellules. Tu as besoin du CO2 pour modifier la forme par allostérie de ce qu'on appelle l'hémoglobine qui transporte Mmh. l'oxygène, pour que l'oxygène soit distribué dans la cellule. Donc plus tu produis de CO2, mieux est ton oxygénation locale, par exemple. Et le CO2, il a aussi un effet de vasodilatation. Donc, et c'est hyper bien foutu, parce qu'en fait, une cellule qui fonctionne beaucoup, elle a besoin de beaucoup de ressources, donc elle a besoin d'un flux sanguin plus gros, et comme elle produit beaucoup de CO2, ça a un effet de vasodilatation, donc ça amène plus de sang dans la zone. C'est le vasodilatateur primaire. On parle souvent de l'oxyde nitrique, qui a son rôle, c'est un vaste sujet l'oxyde nitrique. À mon avis, quand il commence à s'élever, c'est qu'il y a de l'adaptation, il y a déjà du stress, et il y a des conséquences aussi derrière. Mais le CO2, il est fondamental. OK et du coup, si, bah, tu as dit que ça suffisait, quand tu étais en endurance d'être en régime cétogène, tu pouvais le faire. Mais est-ce que tu as des meilleures adaptations, quand tu as fait, par exemple, toute ta préparation? Nous, c'est ce qu'on a fait, on a fait une grosse partie de notre prépa, en low carb, pas cétogène parce qu'on apportait quand même un peu de glucides sous forme, de fruits, de patates douces et cetera et on a introduit, les glucides à peut-être 2-3 mois de l'Ironman pour, s'adapter et pour, essayer d'avoir des meilleures performances. Déjà, on a vu la différence de perf, qui est, assez considérable. Tu vraiment l'impression d'être Superman, hein, quand tu passes avec des glucides dans ta séance. Et du coup, est-ce que tu as des meilleurs effets ou, ça change pas grand-chose, suivant ton régime alimentaire que tu as? Il faut toujours voir, est-ce qu'on parle de la perf, si on fait en fait tu vois, le tunnel, on met des œillères et on regarde juste la performance sportive sur un Ironman, par exemple. Mmh. Là, je pense que quelqu'un qui est bien adapté, bien entraîné, je pense pas qu'il aura de gros désavantages, à être, sur un fonctionnement, lipidique, cétonique. Maintenant, moi, dans mon travail, je regarde, la santé générale à Ouais, moyen long terme. Et c'est là, à mon sens, qu'il y a des désavantages, en fait, à enlever les glucides de l'alimentation. Quand tu enlèves les glucides de l'alimentation, tu signales à ton corps certaines choses. Tu lui donnes des messages par rapport à son ouais. environnement. Et quand tu n'as pas de glucides dans ta diète, ça veut dire que tu es dans un environnement, sérieusement merdique. Mmh. D'accord? Ça veut dire que tu trouves que des protéines et des lipides. Donc ça, c'est des choses qui surviennent, si tu te retrouves dans des régions proches des pôles, on va dire, des régions très froides, où il y a plus rien qui pousse et potentiellement où tu as même pas accès à de la viande fraîche parce que tu as même pas du glycogène. Donc tu es vraiment dans une situation, déjà, de bordel avancé. Ouais. Et pour les cellules, quand elles voient y arriver quasiment que des lipides, c'est difficile pour elles de faire la différence, là où elles sont, entre la situation de famine complète et la situation où tu as décidé, toi, de rejeter complètement Ouais, ces ouais. macronutriments de ton alimentation. Parce que quand tu manges uniquement des graisses et quelques protéines, tu imites fondamentalement l'état de famine sur de Mmh. nombreux, points. Si tu vas regarder les voies métaboliques qui sont activées, c'est quasiment les mêmes partout. Je veux dire, il y a quasi pas de différence entre les 2. Mis à part que tu amènes de l'énergie au moins, tant mieux, c'est très bien. Mais il y a énormément de mécanismes qui se mettent en place et qui sont partagés, en fait. Et ça a des conséquences à moyen, long terme. Parce que Ouais. dans un environnement suffisamment merdique pour qu'il y ait pas du tout de glucides, la stratégie fondamentale pour survivre, c'est pas de fonctionner à 200. C'est plutôt Ouais, c'est de l'économie. d'abaisser ton taux de fonctionnement, ton taux métabolique, de stocker de la graisse sur toi en réserve, parce que visiblement, tu es dans un environnement où tu trouves pas à manger tous les jours, parce qu'en plus, souvent, bah, ceux qui pratiquent ça, ils pratiquent en parallèle le jeûne et puis ils mangent qu'une fois par jour, Le voire, OMAD. 5 fois par semaine, voilà.
et en fait, tu donnes des signaux à ton corps que la nourriture n'est pas toujours là. Mais après, la fuite en avant que tu as dans ces milieux, elle est intéressante à observer. Moi, je suis passé, hein, j'ai fait du carnivore, j'ai fait du cétogène. Heu, la fuite en avant, elle est simple à comprendre. C'est qu'au début, tu réduis les glucides. OK, tu perds de la masse grasse, tu as les hormones de stress qui montent au départ, donc ça te booste, tu vois? Tu ressens moins l'inflammation, hein, le cortisol, c'est une hormone anti-inflammatoire par excellence, donc en fait, tu n'as plus mal, tu es boosté, tu ressens pas la fatigue, tu te réveilles à 3 heures du mat, tu as l'impression que tu peux attaquer ta journée, même tu as dormi que 4 heures, tu te prends pour Superman, d'accord? Parce que tu es boosté aux hormones de stress et petit à petit, les choses continuent comme ça. Mais il y a un moment où ta régénération, elle prend un coup et tu finis tôt ou tard par payer un certain prix. Il y a Ouais. des gens qui ont une super résilience. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des gens qui font du carb refeed, hein, qui vont, toutes les semaines, ils vont faire un gros bol alimentaire de glucides pour, signaler au corps: «Tiens, bah, j'ai trouvé à manger» et cetera. Ceux-ci, en général, ils peuvent tenir long, hein, sur ce type de diète, mais je pense pas, à mon sens, que c'est quand même, quelque chose d'optimal. OK et du coup, qu'est-ce qui se passe, tu vois, pour un sportif d'endurance quand il, commence à aller s'entraîner? Qu'est-ce qu'il utilise comme substrat énergétique? Qu'est-ce qui se passe, dans le corps quand tu commences à aller faire, tu vois, par exemple, de la zone 2 plutôt, de l'endurance fondamentale, de très basse intensité, de l'endurance que tu peux tenir assez longtemps. Qu'est-ce qui se passe, dans l'organisme? Quel, substrat énergétique tu utilises le plus? Et puis après, quand tu augmentes un peu l'intensité, qu'est-ce qui se passe, suivant l'intensité que tu as? Il y a pas de, comment dire? On peut pas c'est tellement contextuel et individualisé que je peux pas te dire: «Il y a ce substrat qui est plus utilisé par», ça va dépendre de la personne. Le mec qui est Mmh, céto-adapté depuis, 8 ans, il va pas utiliser les mêmes substrats, dans les mêmes proportions que le gars qui est sur des diètes hyperglucidiques. Ça, c'est déjà important de le comprendre. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'à aucun moment ton corps ne brûle qu'un seul substrat énergétique. ouais, C'est pas, je brûle 100 de glucose et puis quand j'en ai plus, pouf, ça switch et puis, je brûle des graisses. Tu as des tissus, certains muscles, qui sont en train de travailler de manière plus intense, qui vont avoir tendance à brûler plus de glucides s'ils sont plus suffisamment disponibles, et pendant ce temps, tu as des muscles qui sont plus ou moins au repos. Imagine un coureur, course à pied, il a certains muscles de soutien qui tourne à bas régime, et peut-être s'il attaque une côte où il a besoin d'une grosse intensité pour se détacher du groupe ou je sais pas quoi, là, il va commencer à taper peut-être dans des glucoses qui sont potentiellement stockés directement dans les cellules musculaires, du glycogène musculaire, ou alors du glucose qui provient, du foie, du recyclage du lactate, de la néoglucogénèse, bien qu'en général, ces glucides-là sont priorisés pour le cerveau ou pour certains tissus qui en ont plus besoin que le muscle. Maintenant, bah, il y a des grandes tendances. Plus tu vas engager un muscle de manière intense, plus tu auras tendance à aller taper dans les glucides. mmh, Et là, en ce moment, on fait pas grand-chose, toi et moi, on est assis, mais on a des muscles de soutien qui fonctionnent. Sinon, on serait en train de on coulerait par terre comme une flaque. ouais, Et ces muscles, là, en ce moment, ils brûlent des lipides, dans la plupart des cas. Mis à part dans des cas extrêmes, si, je sais pas moi, tu as bu, 1 litre de coca juste avant et que ton ouais, corps, il doit absolument brûler ce sucre, là, il va faire rentrer, du glucose dans les cellules, en question, mais on va dire que c'est des grandes lignes. Maintenant, ce qu'on voit de manière générale aussi, c'est que plus l'effort va durer longtemps, plus la part de lipides va prendre de l'importance. Et je peux pas te donner un chiffre là aussi, parce que ça dépend de oui, la oui, capacité de stockage, ça dépend de l'intensité par rapport à ton VO2 max, ça dépend de pas mal de choses. Il y a plein d'études qui ont regardé tout ça et tu vois que, ben, selon les groupes qui sont utilisés, le type d'athlète, les résultats peuvent être très, très différents. Donc il y a pas de règle, absolue, et puis en pratique pour un sportif, de la vie de tous les jours, et même pour un sportif d'assez haut niveau, je pense pas qu'il faut se casser la tête avec ces chiffres-là. ouais, À la limite, c'est peut-être le rôle de son, diététicien d'aller regarder deux trois trucs plus en détail pour vraiment le tout haut niveau, le top gratin, s'ils ont des moyens financiers, pour le faire. Mais pour la plupart des gens, enfin, il faut pas tomber dans la paranoïa et puis commencer à faire des calculs scientifiques là-dessus.
Parce qu'en général, ces calculs, ils sont bidonnés dès le départ, hein. Mmh. Les gens vont commencer à calculer des calories, vous ne savez pas qu'est-ce que vous absorbez. Quand vous êtes pendant un effort, vous absorbez moins que quand vous êtes au repos. Votre système digestif, surtout pour un coureur d'endurance, il a Mmh. tendance à fonctionner de moins en moins bien au fil de l'effort, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trailers qui abandonnent. Enfin, les causes d'abandon, tu me diras si je me trompe, mais enfin, j'en connais des trailers, donc c'est Non. très souvent des problèmes digestifs, des diarrhées, ils n'arrivent plus à s'alimenter, ce genre de choses, et c'est pas étonnant. Donc déjà là, il y a des calculs qui sont complètement bidonnés. Puis après, les étiquettes alimentaires, il faut savoir que la tolérance, elle est d'environ 20 sur les macronutriments, les glucides, les Ouais. lipides, les calories, mais c'est même pas écrit dans la loi dans la plupart des pays. C'est environ 20 quoi, quand ils font des contrôles. Ouais. Mais en réalité, les études qui ont été observées ça, on voit que dans la plupart des aliments qui sont vendus en supermarché, pour au moins un des macronutriments, on est complètement à côté de la plaque, hein, plus de 20. Et j'ai vu passer une étude où ils ont regardé, c'était des amandes, hein. Les amandes, pourtant, c'est un aliment brut. Mmh. Heu et il y avait jusqu'à c'était 32 de mémoire Ah ouais. d'erreurs sur les calories, contenues dans l'aliment, et métabolisées par l'individu. Ah ouais. Donc grosse différence, quoi. Grosse Ouais, non, mais différence. c'est sûr. Donc quand tu penses faire, ta petite soupe, avec ta calculatrice et puis que tu te dis, «Tiens, bah, là, je vais monter de 50 calories» et ce genre de choses, c'est on est très loin de ça et en plus tes besoins énergétiques, ils varient, d'un jour à l'autre énormément. Souvent les gens se disent: «Bon, bah, j'ai couru tant d'heures, donc j'ai brûlé tant de calories, donc je dois manger ça en plus». Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le constraint energy model. C'est des études de Hermann Pontzer. Mmh. Si tu fais un gros effort typique en endurance, tu vas faire 4 heures de course à pied, ton corps va abaisser son métabolisme de base les heures après, voire les jours après. C'est pour ça que tu Ah as beaucoup OK. de sportifs d'endurance, quelques heures après leur entraînement ou leur course, leur température corporelle, elle est plus qu'à 35,5 degrés et ils sont un peu frileux et ils vont avoir tendance à moins bien digérer, puis à moins bien Ouais. dormir. Le corps va économiser ailleurs. Il se dit: «Bon, j'ai dû fournir énormément d'énergie, j'ai couru comme un dératé, j'ai rien chassé». Alors, si en plus tu te dis: «Bah, je vais pas manger en rentrant de mon entraînement», il se dit: «Bon, là, il faut vraiment Ouais. que j'économise». Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est le repli, tu sais? C'est un peu l'entrée en hibernation en moins extrême. Ah OK, mais c'est fou, moi je savais pas du tout que le corps il se mettait en mode survie après, c'est logique, tu vas me dire parce que tu fournis tellement un effort intense, en faisant, peut-être 2, 3, 4 heures de séance, que c'est un peu logique que ton corps il se dise: «Bah, tiens on est en famine là, va falloir, qu'on réduise un peu les coûts parce que sinon, je vais claquer dans pas longtemps» donc Tu tu peux, tu peux limiter, hein, cet effet-là si tu t'alimentes correctement pendant l'effort, enfin déjà avant. Pendant l'effort, tu signales qu'il y a à manger, donc ouais, le stress monte beaucoup moins dans l'organisme et dès que tu as fini ta séance, ben, là, tu amènes de l'énergie et du coup, ton corps va moins, partir dans cette ouais, direction. Mais mmh, après, il faut pas rêver, si tu fais 4-5 heures de course à pied, oui. tu beau t'alimenter pendant, avant, après, c'est des dépenses énergétiques qui sont très élevées et ça va forcément se répercuter un petit peu ailleurs. C'est-à-dire que l'énergie que tu as mis pour courir comme ça pendant 4-5 heures, c'est de l'énergie qui a été orientée dans cette direction et qui a pas été orientée vers d'autres, fonctions de l'organisme, comme la fonction digestive ou ce genre de choses. Et c'est là que tu comprends très bien pourquoi il y a tous ces problèmes digestifs chez les coureurs de Ouais. fond ou d'endurance extrême. C'est que pendant des heures, ton intestin, ton système digestif est moins bien perfusé, il reçoit moins d'énergie, moins de nutriments, et il est très sensible à ça, le système digestif. Et du coup, quand tu t'entraînes régulièrement comme ça, gentiment, ton intestin a tendance à dégénérer et à devenir de plus en plus sensible, de plus en plus fragile. Après, la course à pied, c'est encore un sport particulier par rapport à ça, parce que tu as les chocs. Ouais, À chaque fois, le système digestif se prend des branlées. C'est léger, mais quand c'est des dizaines de milliers de pas, ouais, avec chaque fois des chocs, en plus, dans un système qui est moins bien perfusé, qui est déjà en difficulté, parce que même si tu faisais du rameur pendant des heures, tu aurais moins de perfusion locale. Là, en plus, tu rajoutes des chocs et tu mmh. comprends pourquoi, ces sportifs-là sont facilement touchés au niveau digestif. Ouais et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cet aspect-là? Parce que, comme tu as dit, c'est un aspect qui touche, mais
tout le monde. Tu peux prendre, je pense, n'importe quel athlète d'endurance qui a fait de la course à pied. Je pense que tu as au moins 70% qui a déjà eu au moins un problème digestif à cause de la course à pied, Ouais, hein, si c'est pas plus. ouais, Mais c'est, par exemple, même moi, je te prends l'exemple sur mon Ironman. Je me suis alimenté, mais déjà, j'ai fait pas mal de conneries parce que j'ai changé mon alimentation dans la course. Donc, c'est des trucs que j'avais jamais mangé. ouais, c'est peut-être une bonne idée. C'est C'est, l'erreur à ne pas faire. ouais, en plus, c'est ce que disent tous les coachs, tout le monde dit tout le temps, faut toujours tester Ah ouais. avant de faire. Mais bon, ouais, au moins, je le referai pas. Et en plus, bah, là, avec la course à pied, j'ai pris aussi un peu trop d'électrolytes et un peu trop d'eau. Du coup, j'ai dû m'arrêter pisser assez souvent. Et du coup, après, sur le marathon aussi, tu vois, j'ai dû m'arrêter au WC quand même pas mal de fois. Donc, c'est vraiment des problèmes qui touchent tout le monde. Et c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment te casser ta course, quoi, Ouais. si tu gères pas ça bien. Et donc, si tu peux nous en dire plus là-dessus. Je pense que la première chose qu'un coureur, d'endurance doit retenir, c'est que sa course, elle se joue bien avant et pas uniquement au niveau musculaire, entraînement, cœur, tout ça, il le sait, mais aussi sur l'aspect digestif. C'est-à-dire que son intestin, s'il est en s'il a fait énormément d'entraînement les semaines avant et qu'il a essentiellement fait en plus de la course à pied avec des chocs, son intestin, il va arriver le jour de la course, il est déjà pas en bon état, Ouais, d'entrée de jeu. Donc en fait, une grande partie de l'équation est déjà sur la feuille. Et, et ça va être compliqué d'aller à terme, d'aller au bout de la course sans problème. Donc ça, c'est hyper important de comprendre que ça se joue déjà bien avant. Et du coup, il faut se poser la question, comment je peux m'économiser? On sait déjà qu'il faut se reposer les jours avant, ça c'est des choses qui sont connues, mais il faut penser aussi à tout l'aspect digestif. On pourra parler après de quels aliments sont plus faciles à digérer, tous ces mm, aspects-là qui sont très importants. Mais par exemple, déjà, celui qui fait beaucoup de volume, beaucoup d'heures d'entraînement, et c'est souvent le cas de ceux qui font de l'endurance, parce que ça demande vraiment beaucoup, euh, il faut se poser la question de quelle proportion d'entraînement j'alloue à la course à pied. Parce mm. que l'endurance du corps se travaille sur d'autres sports qui font peut-être moins mal. C'est-à-dire que Le plutôt que vélo. faire de la course à pied, on peut par exemple déjà faire juste de la marche. On enlève Ouais. déjà une grande partie des chocs et ça peut déjà faire une grosse différence. Si vous faites une partie de vos entraînements comme ça, mais après on peut faire du cyclisme, on peut faire d'autres sports d'endurance qui sont déjà un petit peu moins difficiles pour le système digestif, quand on a déjà de la fragilité. Je pense que c'est d'avoir une partie de ces entraînements comme ça, c'est à mon avis crucial, pour quelqu'un qui a beaucoup de volume. Mais après, il y a tout l'aspect du choix du type de diète. Et je connais des sportifs d'endurance et je vois il y a beaucoup cette mode, des petites graines, des paquets de fruits secs, donc des oléagineux, ces choses-là. Il faut se rendre compte que ces aliments sont particulièrement irritants pour le système digestif, particulièrement difficiles à digérer, contiennent des toxines défensives et des antinutriments. Donc quand on a Ouais. une diète qui contient fréquemment ce type d'aliments, c'est une catastrophe pour le système digestif. Et d'amener ce type d'aliments pendant des efforts, c'est la recette pour avoir des problèmes digestifs. Ouais, donc comme quand tu es en low carb, quand tu fais beaucoup de trucs avec la poudre d'amande, avec les noisettes, tous les oléagineux qui ont, bah, en fait, qui sont obligés d'avoir des toxines pour se défendre des autres animaux ou des autres prédateurs parce qu'elles peuvent pas se défendre. Donc en fait, elles ont ces toxines-là et c'est un peu comme un poison en fait. Et du Voilà, coup, si t'en as beaucoup, bah c'est problématique dans ta diète, quoi. exactement, les graines, on va appeler ça graines de manière générale, Ouais, mais ça ouais. peut être des noix, des légumineuses, des céréales, des pseudo-céréales. Ah, Les parce que graines, les céréales et les légumineuses, c'est aussi, c'est ça des graines. aussi. Ouais, donc C'est des ça, graines à la base. C'est ouais. c'est fondamentalement, c'est la progéniture de la plante. Hein, c'est ce qui va donner naissance, c'est à travers les graines que l'espèce végétale, peut Mm. perdurer, en fait. Et donc eux aussi, ils ont des toxines qu'ils évacuent comme les céréales et légumineuses et tout.
toutes les graines ont des toxines défensives qui servent à empêcher la digestion des graines si l'animal mange la plante ou le fruit, mais aussi à empêcher ou à limiter, on va dire, la pression sur les graines. Parce Mmh. que si tu vas manger, par exemple, du blé qui n'est même pas cuit, que tu prends directement sur la plante, tu verras très, très vite l'effet que ça a. Je veux dire, il y a des toxines assez puissantes. Le pire, ce serait d'aller manger, par exemple, des haricots secs que tu n'aurais même pas cuits. Enfin, faut pas s'amuser à faire ça parce que tu finis à l'hôpital assez rapidement. Il y a des Ouais, toxines puissantes là-dedans. Alors après, l'être humain a développé des méthodes pour, améliorer la digestibilité et détruire en partie les toxines. La cuisson, c'en est une. La cuisson va désactiver, détruire certaines toxines. C'est pas efficace pour toutes les toxines de la même manière. Pour certaines toxines, il y a aucune efficacité de la cuisson, mais pour beaucoup de toxines, c'est efficace. Après, il y a d'autres méthodes qui servent à réduire tout ça. Il y a le trempage, la fermentation. Par fermentation, alors on entend, le pain au levain typiquement, qui mmh, sera beaucoup plus digeste. Si un sportif d'endurance veut manger du pain, partez sur du pain au levain, ça va être un cadeau pour votre système digestif par rapport à un pain industriel qui n'est pas fermenté au levain. Il y a beaucoup moins de toxines, il y a une meilleure digestibilité. Heu, mais après tu as aussi la germination, certains utilisent la germination OK, qui enlève certaines toxines, mais qui peut mobiliser d'autres toxines. Donc la germination n'est pas parfaite, elle est utile dans certains cas, un petit peu moins dans d'autres. Donc en fait, quand tu utilises toutes les méthodes, que tu cuis ou alors que tu torréfies, que tu as fait tremper, que tu as rincé, que tu as fait fermenter, tu arrives sur des aliments qui sont déjà beaucoup plus comestibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Le problème, c'est qu'avec les amandes, typiquement, on fait rien de tout ça, à l'heure actuelle. ouais, Quand tu manges des amandes ou de la farine d'amande, ça, bon, ça a été décortiqué en général et puis encore certains, se pensent que c'est mieux d'avoir encore plus de fibres, donc ils vont prendre des amandes, ils vont laisser une partie de la peau qui est une enveloppe défensive, qui concentre certaines toxines et certains antinutriments. Donc quand tu manges ce type d'aliments en grande quantité, pas cuit, rien, c'est des aliments qui sont irritables pour l'appareil digestif, mais en plus de ça, qui vont bloquer tes propres enzymes digestives. Il y a des inhibiteurs d'enzymes là-dedans qui empêchent la digestion non seulement des amandes, mais si tu as mangé avec, je sais pas moi, du fromage, tu as bu un verre de lait, tu as mangé un morceau de viande, tu vas en plus diminuer ta capacité à digérer ces aliments-là. Et dans le cadre d'un sportif d'endurance qui s'entraîne beaucoup, qui a, un appareil digestif qui est, on va dire, fatigué, qui est déjà amoindri dans sa capacité, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, donc qui produit peu d'enzymes digestives, mmh, tu rajoutes ces inhibiteurs d'enzymes qui viennent les bloquer, bah, tu peux faire foirer toute la chaîne digestive et du coup, bah, des protéines issues de la viande ou du lait ou des œufs qui sont mal digérées, que toi tu n'arrives pas à absorber dans l'intestin grêle, elles vont trop loin dans le système, elles arrivent dans le côlon et là, elles vont commencer à putréfier, à nourrir des bactéries pathogènes et là, ça peut vite être le fiasco. Non seulement tu génères de la toxicité, mais tu vas générer, bah, des troubles digestifs, immédiats, hein, des douleurs, des gaz, des ballonnements. Mais ça, tu peux l'avoir avec d'autres types d'aliments, hein, même des fibres ou autres. Si l'appareil digestif est fatigué, qu'il mmh, a peu d'énergie, il ça fait de la place aussi, si tu veux, à toutes ces bactéries qui colonisent le côlon, qui peuvent remonter dans l'intestin grêle, là où on n'est jamais stérile à cet endroit-là, mais ouais, on devrait l'être le plus possible. Heu et si tu as une colonisation de l'intestin grêle, qu'on appelle communément le SIBO, tu as en fait des bactéries qui ont accès à un bol alimentaire avant que toi tu aies eu le temps d'absorber les choses, et ça crée énormément de problèmes, des gaz, des douleurs, bref. ouais et mais du coup, quand tu fais un effort d'endurance, en fait, souvent on a des problèmes digestifs parce que le corps, en fait, il doit choisir entre, emmener, le sang, l'énergie dans les muscles ou l'emmener dans l'intestin et la digestion. Donc en fait, Exactement. tu as toujours cette balance, entre, la digestion et l'effort. Mais, moi je te dirais, si on a cette problématique-là, si on mange pas, on n'a pas la problématique que le sang aille à la digestion vu qu'on digère pas. Bien sûr, c'est juste, c'est juste. Maintenant, est-ce que tu peux tenir une course à pied de 6, 8, 10 heures sans manger? Certains peuvent le faire, Ouais, mais c'est chaud.
Certains peuvent le faire, et de nouveau, on en revient à qu'est-ce qu'on regarde? Si tu regardes uniquement la performance, Ouais. c'est bien. Maintenant, quel prix va payer cet individu? Mmh. Quand tu as couru 10 heures de temps sans apport alimentaire, imagine les signaux que tu as donnés à ton organisme, le stress qui a été généré, le catabolisme qu'il y a eu. Mmh. C'est à ne pas négliger. Tu sais, on entend toujours dire que le catabolisme, c'est bien, l'autophagie, c'est bien. Il faut relativiser tout ça. L'autophagie à l'extrême, c'est une catastrophe. Tu bouffes même tes tissus sains. Les gens croient que l'autophagie, elle est hyper sélective, qu'on va aller démonter uniquement ce qui est abîmé. Non, ça c'est l'autophagie qui se passe quand tout va bien, que le corps arrive à bien gérer énergétiquement. Il fait ça en continu. La régénération, elle nécessite de l'énergie pour être euh, propre, en fait, pour être faite d'une manière bien sélective. Quand tu es en gros déficit énergétique, tu as plus le temps de faire ce tri. Il y Mmh. a tout qui passe. Tu commences à détruire tout et n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que tu as des affaiblissements immunitaires chez les sportifs d'endurance, très souvent. Il y en a Ouais. beaucoup qui deviennent fragiles au niveau immunitaire, tu sais, face à différents virus, bactéries, etc. Parce qu'en fait, un des premiers organes qui se fait déglinguer par le catabolisme, c'est le thymus, qui est un peu la caserne d'entraînement du système immunitaire. OK et ouais, parce que si en fait, c'est ça le problème, on en revient toujours au même truc, en fait, c'est que ton corps, il va se mettre encore en mode, économie d'énergie et puis, en fait, il va essayer de combler toutes les carences que tu as eues pendant ton effort de 6 10, 12 heures. Donc, c'est sûr que c'est pas super, super intelligent et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pallier à tous ces troubles digestifs, pendant l'effort, avant l'effort, comment s'alimenter avant, pendant et après, plutôt quand tu as vraiment ces troubles digestifs assez souvent. Est-ce que pendant l'effort, faut changer son type d'alimentation, et passer des gels à autre chose peut-être, plutôt faire de la boisson, plutôt, tu vois? Hmm. Pour des efforts courts, le liquide, c'est suffisant en général, du liquide énergétique, si possible enfin propre, hein, sans additifs dégueulasses ou autres. Maintenant, pour les efforts longs, on sait qu'on a tendance à augmenter les troubles digestifs chez beaucoup de gens si on reste sur du purement liquide. Ouais. C'est intéressant d'amener du solide. Maintenant, pour répondre de manière plus générale, s'il y a des troubles digestifs, ça se joue, comme on a vu, les semaines et les mois avant. Donc il faut prendre le taureau par les cornes avant la course, c'est hyper important et peut-être réformer la diète, voilà, il faut résoudre le problème. Maintenant, de manière plus générale, pendant un effort, que ce soit à l'entraînement ou en course, il faut amener de l'énergie. Si on décide d'amener de l'énergie, on amène de l'énergie qui est la plus digeste possible, qui est la plus simple à absorber par l'organisme. Et l'énergie la plus simple qui soit, c'est soit des glucides simples, soit alors des lipides très faciles à utiliser, comme de la graisse de coco par exemple, qui contient OK. des acides gras à chaîne moyenne. Mais il faut bien tester ça, il faut pas faire ça, si vous entendez ça aujourd'hui, puis demain vous avez une course, allez pas manger de la graisse de coco à la cuillère pendant votre course parce qu'il y a des gens qui vont mal la digérer, qui vont pas être capables d'absorber, puis ça va être le fiasco. Donc ça se teste avant. Mais en général, des aliments qui passent bien chez beaucoup de gens, mais pas chez tous, il peut y avoir des infections fongiques, etc. Ça va être des choses comme du miel, Mmh. du sirop d'érable, certains fruits qui sont peu fibreux, qui contiennent peu de FODMAP, donc qui contiennent peu de molécules indigestes. Pendant une course, vous voulez amener le moins de fibres possible, de Ouais. l'énergie la plus biodisponible possible, OK. et vous pouvez amener des protéines en petite quantité, mais très digestes. Les protéines ont l'avantage de retarder peut-être la sensation de fatigue, ça c'est un autre aspect, hein. Si on amène, des BCAA typiquement, mais Mmh. on dit BCAA, c'est un argument de vente. Vous pouvez très bien prendre, de la protéine de lait de très bonne qualité ou autre, hein, pour amener, ces fameux BCAA, qui sont simplement des acides aminés, hein, qu'on trouve dans de nombreuses, protéines. Donc tout va dépendre de la durée de l'effort. Pour les efforts très longue durée, c'est important, je pense, d'amener un peu de protéines aussi pendant l'effort de cette manière. Donc aller sur des sucres simples que vous savez que vous digérez bien, miel, sirop d'érable, fruits par exemple. L'avantage des fruits, si vous les digérez, c'est que vous amenez aussi des électrolytes en même temps. Si vous amenez que du miel ou du sirop d'érable, ça peut être utile d'amener une boisson électrolytique. Mmh. On peut fabriquer soi-même de différentes manières. Ça peut être eau de coco, plasma marin de Quinton, par exemple.
C'est Ouais. un bon mélange entre les 2. Après, il y a des boissons toutes faites. Maintenant, faut voir la propreté. Comme vous avez déjà un Ouais. système digestif qui est fragile, pensez que chaque vitamine qu'il y a là-dedans, chaque, additif que vous voyez sur la liste d'ingrédients, c'est une source potentielle de problèmes. Mmh. C'est jamais totalement propre. Beaucoup de ces additifs sont fabriqués à partir d'allergènes. L'exemple typique, c'est l'acide citrique, où plus de 99% de la production mondiale, c'est issu d'Aspergillus niger, qui est un champignon allergène très puissant, ou très, très, très pathogène. C'est pas qu'il va vous coloniser, mais votre corps peut réagir, surtout que pendant un effort comme ça, votre intestin se perméabilise. Ouais. Vous avez potentiellement des traces d'Aspergillus niger dans l'acide citrique qui peuvent faire réagir votre système, déclencher des diarrhées ou autre. Donc c'est compliqué. Moi, j'éviterai autant que possible tout ce qui contient des additifs. Je resterai le plus possible sur des aliments bruts, les plus simples possibles au niveau digestif, pendant un effort. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on n'est pas obligé d'être autant restreint et autant extrême, mais pensez à ce qu'on a discuté avant sur les aliments qui sont particulièrement irritables, les toxines défensives des aliments, parce que si tout au long de la semaine, vous avez une alimentation qui est exagérément riche en fibres, avec beaucoup de toxines défensives et de substances irritantes pour l'intestin, il n'aura pas la capacité de se régénérer. Donc votre système digestif sera fragilisé avant Mmh. même de commencer l'effort. Donc on OK. en revient en fait à... Il faut viser en fait une alimentation de haute qualité. Une alimentation de haute qualité, peu importe, on va dire, l'espèce, c'est des aliments qui sont hautement digestes, qui contiennent des nutriments biodisponibles, bioactifs, sous des formes qu'on peut utiliser. Dans les grandes lignes, c'est des produits de source animale qu'on accompagne avec des végétaux bien adaptés à notre système digestif, qu'on tolère bien nous-mêmes. Mais de manière générale, c'est généralement les fruits, et je dis généralement, parce que tout le monde ne tolère pas, il y a des problèmes, Ouais. voilà. Les fruits, le miel, le sirop d'érable, certains légumes racines, les tubercules. Puis après, il y a les céréales qu'on prépare bien. Là, on est sur un terrain plutôt glissant pour certains. Mmh. Le riz blanc, il est souvent bien toléré. Moi, je déconseille le riz brun pour plein de raisons. C'est plein de métaux lourds, c'est beaucoup plus riche en toxines défensives. C'est pas ça qu'on devrait consommer dans un contexte comme ça. Plutôt du riz blanc qu'on a fait tremper, rincer. Et si on veut aller sur le blé, moi j'ai des gens qui tolèrent très bien le blé. Il y en a même qui tolèrent mieux le blé que la patate ou le riz, ça existe. Mais là, c'est important d'aller sur du blé qui a été fermenté. Et allez pas sur de l'intégral. La farine blanche n'est pas forcément l'idéal non plus. Il y a un juste milieu, hein, du bise, comme on dit dans certaines régions, ou du mie blanc. Mmh. Vous avez Des farines encore... anciennes? pardon? Des farines anciennes? Alors, farine ancienne, ce qu'on appelle farine ancienne, bah, c'est l'engrain, qui est le blé ancien, qui contient moins de gluten, qui est généralement mieux toléré, c'est vrai. Ça peut être une bonne solution, typiquement. Mmh. Après, il y a des gens qui tolèrent parfaitement le blé Oui. moderne, du moment où il est fermenté au levain. Ça aide beaucoup, ça fait beaucoup de différence. Donc pensez au levain, il y a gentiment des marques qui fabriquent des pâtes au levain, pour ceux qui veulent vraiment manger des pâtes, par exemple. Mais avec le levain, vous pouvez fabriquer des pâtes à crêpes, des pâtes à gâteau, des pâtes à pizza, Ouais. des biscuits. Donc vous pouvez fabriquer même des biscuits au levain et au miel, par exemple. Si vous tolérez ça, puis ça peut être quelque chose que vous avez dans la poche pendant l'effort, par exemple. Mmh. Par exemple, Bah, je vous dis pas que c'est la meilleure solution. Pour moi, le grain pendant l'effort, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais si vous n'avez pas le choix parce que les fruits ne passent pas, ou le miel ne passe pas, ça peut être une solution. Maintenant, si vous tolérez pas les sucres simples, type, miel, sirop d'érable, fruits, en général, c'est qu'il y a un problème de dysbiose, hein, et très souvent, il y a de l'infection fongique assez haute dans ah le ouais. système. Donc là, la priorité devrait pas être de gagner le marathon, hein, ça devrait être de résoudre ce problème parce que, Ouais. plus ça s'implante, pire c'est. Ouais, non, c'est sûr. Et après, comme type de fruits, t'as dit, des fruits qui sont, faibles en FODMAP, c'est ça? Il y a quoi comme type de fruits, parce que tu nous as parlé des fruits secs juste avant, que c'était pas le meilleur truc, donc si on prend des fruits secs, on voit qu'il y a pas trop de FODMAP et que ça va être bon, Ouais, alors par fruits secs, tu parles des oléagineux ou des fruits séchés? Juste parce qu'on des parle pas de fruits ouais, secs. ouais, des fruits séchés. Ah, fruits séchés. Bon, les fruits séchés, c'est une catégorie à part entière parce qu'il y a le problème potentiel du développement de moisissures, si ça a pas été bien séché. Ah Donc ouais. faites attention à ça. Il y a des gens qui vont réagir fort à des fruits séchés de mauvaise qualité à cause de ça. Maintenant, quels fruits choisir? Il y a pas, là aussi, je peux pas vous dire, ce fruit-là, ce fruit-là.
Oui. c'est très variable. Déjà les FODMAP, c'est une famille qui est de molécules qui est large, donc ce qu'on appelle des FODMAP, c'est des molécules fondamentalement qu'on ne peut pas digérer et qui vont être fermentescibles, donc que les bactéries vont pouvoir utiliser et qui ont tendance souvent à nourrir des bactéries, pathogènes ou qui vont provoquer des gaz et puis déclencher des réactions inflammatoires ou autres dans l'intestin ou dans le côlon. Donc quels fruits, manger? Ceux que vous tolérez. Donc testez. Maintenant, généralement, quand on est sensible, c'est bien de peler une partie des fruits. Si vous Ouais. mangez le kiwi avec la peau, ça va être beaucoup moins digeste. Il y en a qui le font, ça va être sérieusement moins digeste que si vous l'avez pelé. La banane, en général, on la pèle, mais Ouais. j'ai connu des gens qui voulaient ils se croyaient très naturels en mangeant la banane avec la peau. Je veux dire, vous donnez une banane même à un chimpanzé, en général, il la pèle. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu, Ouais. l'être humain a pas eu tout ce développement cognitif pour rien. Il faut pas non plus revenir, 55 millions d'années en arrière. Heu, donc tester parce que des FODMAP, vous allez en trouver dans quasi tous les fruits en petite quantité. Alors il y en a qui en ont beaucoup moins. La plupart des agrumes contiennent très peu de FODMAP, par exemple. Donc c'est souvent une catégorie assez sûre, mais je vois qu'il y a des gens, ils vont tolérer le pamplemousse et l'orange, mais pas la mandarine. Certains, ils tolèrent la clémentine, mais pas l'orange. D'autres, c'est et pour comprendre, il faut penser que dans chaque aliment, vous avez des milliers de molécules différentes, Ouais. dont la plupart n'ont même pas été étudiées. Donc de savoir pourquoi, comment, c'est difficile. On peut faire toutes les théories qu'on veut, à la fin, chaque individu doit tester pour lui. Et il y a des gens qui ont une excellente santé digestive, un jeune homme de 18 ou même une jeune femme de 18-20 ans, enfin quoi qu'aujourd'hui c'est en train de changer, mais la plupart, ils tolèrent à peu près tout. Ils peuvent manger du pain industriel, ça se passe bien, voilà. En général, chez les sportifs d'endurance, surtout à partir d'un certain âge, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, il faut commencer à se connaître et puis, aller sur ce qu'on tolère bien, soi-même. Ouais. Donc les agrumes, le raisin, cracher les pépins. Ne croquez pas les pépins. Ouais, Déjà, ce que c'est pas ouais. bon. Il y a de l'amertume, c'est pas pour rien. La plante vous signale que c'est pas fait pour. Soit vous les avalez tout rond, ce que je vous conseille pas pendant un effort. Ça va ressortir dans les excréments. C'est un peu le contrat que vous avez avec la plante. Vous allez disséminer ses graines. Ou alors, vous les crachez, tout simplement. Les pépins. Ou vous trouvez des raisins sans pépins. Voilà. Après, il y a des raisins qui ont la peau qui est très épaisse et très amère, comme ça. Et ces raisins-là, il y a des gens qui les tolèrent pas, digestivement. Mmh. Donc de nouveau, il y a le fruit, mais après il y a, des raisins, il y en a des centaines de sortes aujourd'hui. Ouais. Parce que t'as comme, marque de nutrition, qui font un peu ce que tu as dit et qui sont bio. Tu Baou, je sais pas si tu connais, ils font de la purée de fruits, eux. Non, je connais pas. Ils sont très très connus pour ça. Ils font des mélanges de purée de fruits, purée de patates douces, différents goûts. Donc eux, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est bio, donc ça peut être une bonne alternative. Et après, tu as Meltonic, qui eux, en fait, ils sont plutôt. C'est que à base de miel, c'est aussi bio. Et donc, en fait, c'est du miel où ils rajoutent peut-être un peu d'électrolyte dedans, magnésium, tout ça, pour que ça fasse un bon gel. Donc ça, c'est des bonnes alternatives. Ah sympa, ouais, je connaissais pas, tu vois? C'est Ouais, intéressant. bah je te donnerai Miel les... tonique. Ah, c'est un bon concept pour ce Ouais, beaucoup de gens tolèrent bien le miel, maintenant c'est pas le cas, ouais, comme d'habitude, certains tolèrent oui, pas. bah ouais. Puis après il y a différents types de miel, hein, il y a des gens qui vont mal tolérer les miels, très sombres, très liquides comme l'acacia, Hmm. qui vont mieux tolérer un miel cristallisé assez clair et vice versa. Donc ça, si il y a beaucoup de gens qui tolèrent tout, hein. Moi, je tolère tous les miels, mais pour les gens qui sont un petit peu entre 2, c'est bien de faire ces tests avant Ouais, d'éliminer complètement, quelque chose, quoi. ouais, bah c'est sûr, c'est toujours... De toute façon, il faut toujours tester parce que sinon tu te retrouves comme moi à avoir des problèmes pendant la course. Ouais, alors vraiment, je pense que c'est bien que tu le précises et que tu le rappelles, hein. Faut jamais, amener du nouveau pendant un effort. Ça, Ouais, c'est pas pendant un effort. En tout cas, pendant une pendant la compétition, compète. quoi. Ouais. C'est bien d'avoir testé ça, sur un entraînement, puis peut-être de commencer par un entraînement, tranquille. Parce que si vous tolérez pas quelque chose, vous allez vite voir, et Hmm. puis il y a beaucoup de choses qu'on tolère bien, quand on est au repos, pendant une semaine en vacances, mais quand vous êtes, sur 4 heures d'effort, la tolérance est plus du tout la même. Ouais. Ouais, parce que ton corps il réagit pas du tout pareil. Et qu'est-ce que tu penses toi de... Parce que
quand on s'alimente souvent pendant l'effort, quand tu regardes sur les Ironman, les triathlons, même les trails, souvent, c'est des gels de glucose pur avec un mélange glucose-fructose. Souvent, tu as des boissons à base de maltodextrine. Et puis après, sinon les boissons, électrolytes, bah, elles sont pas toujours, folles. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? À la fin, si ton objectif, principal, c'est le jour-là, c'est de réussir ta course, il faut que tu utilises ce qui fonctionne et si le maltodextrine fonctionne bien pour toi, tant mieux. Heu, Évidemment, au fond des choses, c'est pas un aliment parfait, de loin pas, hein, évidemment, ça contient quasi pas de nutriments, mais ça amène au moins de l'énergie et ce que tu as besoin pendant un effort comme ça, c'est d'amener de l'énergie d'une manière Mmh. ou d'une autre Ouais. et si le meilleur moyen que tu as trouvé, c'est la maltodextrine, eh ben, c'est la maltodextrine. Pour te donner une petite anecdote qui ne concerne pas le sport d'endurance, mais c'est un des clients avec qui j'ai travaillé qui avait fait, plus d'une année sur du carnivore, donc cétogène carnivore et bon, qui a eu plein de petits problèmes, au fil des mois et qui a voulu, sortir de cette diète-là et c'est souvent très difficile de ressortir d'une diète comme ça, parce qu'au niveau digestif, en général, la santé digestive ou la santé de l'intestin, c'est fortement dégradé. Le mucus intestinal peut être très, très réduit. Donc, en fait, on devient hypersensible à quasiment tout ce qu'on mange. Et dans son contexte, on devait ramener de l'énergie d'une manière ou d'une autre. On voulait remettre des glucides, mais il réagissait à quasiment tout, ou à tout, d'une Ah ouais. manière ou d'une autre. Et la seule chose qu'il a trouvé qui passait, c'était de la maltodextrine. Donc en fait, il a mangé pendant plusieurs semaines steak, maltodextrine. Ah ouais. Donc c'est absolument pas une diète que je recommande à long terme, Non, mais là c'est on est sûr. des mois plus tard, on est même, plus d'une année plus tard et il retolère plein d'aliments, Mmh. entiers, naturels, il y a plein de choses qui vont mieux, mais on est passé par une phase comme ça. Donc il faut jamais écarter les options sous des prétextes de dogmes et de postulats, Ouais. même si c'est pas des options parfaites, il y a des contextes où ça peut quand même être la meilleure option temporairement. Mmh. Et puis, en fait, c'est tellement un stress intense aussi, un effort d'endurance, que souvent, en fait, on dit que, bah, le sucre, ça fait monter le stress. Tu vois, ça fait monter le cortisol et tout. On a souvent cette idée-là. Mais Mais en c'est le fait contraire, hein. C'est mais ouais, absolument le contraire. mais en fait, le truc, c'est que, en fait, tu tellement dans un effort intense qu'en fait, ça va faire baisser le stress, vraiment énormément. Mmh. Le L'apport de glucides, fondamentalement, abaisse immédiatement les hormones de stress, Ouais. cortisol, adrénaline, glucagon, et cetera. Ouais, c'est pour ça qu'on a souvent tendance à se noyer dans la nourriture quand on est stressé ou des trucs comme ça, tu sais, à Bien beaucoup sûr. manger, C'est le cerveau quand il y a du stress, le cerveau grille beaucoup plus Mmh. d'énergie, notamment du glucose. On a vu que c'était son carburant principal et c'est particulièrement vrai chez quelqu'un qui est pas en fonctionnement cétogène. Quand il est stressé, il brûle beaucoup de sucre. Si c'est quelqu'un qui a une mauvaise capacité à fournir le sucre, en particulier quand on est éloigné du dernier repas qu'on a pris, il y a un moment où on commence à avoir de l'hypoglycémie. Et dans ce contexte, il y a 2 choses qui se passent, les hormones de stress montent et le cerveau va chercher dans l'environnement Mmh. du sucre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on trouve le sucre dans des aliments qui sont dégueulasses. Si Oui. la seule chose, si en fait tu passes à côté d'une station-service et que tu es dans cet état-là, tu vas rentrer, selon la station-service où tu rentres, il y a rien de consommable quasiment. Alors parfois, il y a des fruits, il y a 2-3 trucs comme ça, Ouais, même les mais fruits, je suis allé me promener en Angleterre, tu arrives dans les stations-service, il y a rien qui n'est pas totalement industriel comme aliment. C'est tout de l'ultra transformé. ouais. Tu sais, c'est des sandwichs triangulaires avec une liste d'ingrédients, qui fait, 50 lignes. C'est immangeable, c'est tu l'impression de manger du carton, il y a rien, en fait, il y a rien. C'est des bonbons, des chips, il y a que ça. Donc en fait, tu vas finir automatiquement par manger des aliments dégueulasses. Tandis que si tu as prévu le coup, tu sais que tu es dans moi je dis toujours à mes clients, s'ils ont du stress, c'est pas grave, nourrissez le stress avec des fruits, avec du miel, des choses comme ça. Mmh. Et quand ils le font, ils me disent: «Ah mais c'est génial en fait, tout d'un coup, bah, j'ai le stress qui s'abaisse, je reprends, totalement mes moyens et puis je passe à travers cette phase, il y a pas de problème». Maintenant, il y a toujours des contextes, parce qu'on va te sortir telle ou telle étude qui montre que dans certains contextes, ils ont mangé du sucre, il y a le cortisol qui est monté. Bien sûr, tu amènes, du sucre sous une forme, mal adaptée ou inconsommable dans des aliments de M sur un système digestif qui est détérioré, tu peux générer du stress.
Tu peux générer du stress parce qu'il y a la toxicité qui est générée, et cetera, et cetera. Mais ça, tu peux le faire avec n'importe quel aliment dans un Mmh. contexte, spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Mais fondamentalement, le glucose abaisse les hormones de stress et du reste, les hormones dites de stress, cortisol, adrénaline, glucagon, une de leurs fonctions primaires, peut-être même la fonction primaire qu'elles ont, c'est d'entraîner une production de sucre pour compenser un manque de sucre. Donc c'est logique que si tu amènes du sucre, tu les abaisses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, ouais, bah, ouais, c'est C'est sûr. vraiment c'est hyper fondamental. Quand on te dit: «Le sucre fait monter le cortisol», il faut arrêter les bêtises, quoi. Il faut Mmh. vraiment, Ouais, ouais c'est et vraiment après il y en a qui lisent toute la physiologie à l'envers, hein. oui, non, mais oui, c'est sûr et heu, pour revenir à la partie, malto, gel et tout, on a quand même il y a quand même énormément de cas, de sportifs, que ce soit de haut niveau ou, même des sportifs amateurs, qui se retrouvent souvent avec, des foie gras, des diabètes ou des choses comme ça dues à une, surconsommation, de glucides ou de je pense de mauvais glucides, pendant leur effort. Est-ce que toi, tu en as entendu parler de ces choses-là? Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que vu qu'on a parlé de la maltodextrine, on a dit, qu'on pouvait en prendre si en fait c'était le seul truc qu'on tolérait, mais quand même apporter un peu de nuance parce que si, quelqu'un nous écoute et se dit: «Bah tiens, je vais boire que de la malto, toutes mes séances, tout le temps», bah, au bout d'un moment, je pense que ça va mal aller. Ouais. Non, c'est clairement pas des aliments qui sont optimaux et qui doivent être consommés de manière régulière ou autre. Maintenant, sur ce que tu expliques, c'est vrai, hein, qu'on voit chez les sportifs, d'endurance une tendance à avoir un développement du foie gras, à avoir ce type de problématique. On voit aussi des problèmes de cœur, Mmh. notamment, hein, chez les sportifs d'endurance à long terme et du coup, on fait le lien, on se dit: «Ah, c'est à cause des glucides». C'est à cause des glucides, ils provoquent le foie gras et cetera. Alors, il y a des populations qui mangent énormément de glucides, et des grandes quantités de miel, donc de sucre simple, comme les Hadza, par exemple, ou les Mbutu. Tu as les Tsimanais qui mangent des kilos et des kilos de patates douces, ça représente, quasi 90 de leur diète, hein, la patate douce. Ah ouais? Des populations qui n'ont pas de maladie métabolique. Il y a pas de foie gras chez ces populations. Il y a pas de foie gras. Donc, à mon avis, on prend un épouvantail, mais c'est pas le bon. Mmh. Qu'est-ce qui peut provoquer chez des sportifs d'endurance, à la longue, ces problématiques-là? Je pense que il peut y en avoir évidemment plusieurs. L'une d'elles, ça peut être la carence micronutritionnelle qui entraîne une mauvaise utilisation des carburants Ouais. énergétiques parce que, évidemment, c'est des gens qui, non seulement vont gentiment avoir une moins bonne absorption des micronutriments, parce que l'intestin est en mauvais état, mais qui en plus ont une très grande utilisation des différentes ressources ou des différents nutriments pour soutenir ces efforts réguliers et de longue durée. Donc là, tu peux entraîner comme ça des troubles métaboliques à la longue, sans que ce soit le glucose qui soit la Oui, cause, oui. d'accord? L'autre aspect, qui est largement sous-estimé, c'est que quand tu pratiques du sport d'endurance comme ça, tu génères un fort stress dans l'organisme. C'est un puissant stresseur et le stress, c'est un concept qui est tout le monde parle de stress, mais peu de gens ont été mettre le nez dans qu'est-ce qu'est le stress physiologiquement. Il a été défini, ça devait être dans les années 40, je pense, par Hans Selye, peut-être 50, qui avec ses équipes a recherché sur le stress pendant plusieurs décennies. Il y a d'autres équipes qui ont repris son travail. Le stress, on peut le définir comme toutes les réactions d'adaptation du corps qui sont non spécifiques. Mmh. Donc par non spécifique, on entend tout ce qui est partagé par tous les stresseurs. Que tu fasses un sauna, un bain froid, de la course à pied, que tu aies un stress psychologique, il y a des choses qui se passent dans le corps qui sont les mêmes. Ah, il y a aussi plein d'autres choses qui sont différentes. Ça, c'est les effets spécifiques. C'est complètement autre chose. Par exemple, tu fais un sauna, tu vas transpirer. Ça, c'est un effet spécifique qui peut être positif. Mais il y a des effets de stress, d'adaptation. Et quand tu fais de la course à pied, pendant des heures, chaque fois que tu t'entraînes, tu es sous stress. Tu es sous En fait, tu as une élévation du cortisol, du glucagon, parfois de l'adrénaline, ça dépend. Et tu te mets dans un mode métabolique et hormonal qui, à la longue, est néfaste pour la santé hépatique, pour la santé cardiaque, etc., etc., etc. On sait que le stress, c'est
c'est un des vecteurs de maladies métaboliques ou autres, chroniques, les plus clairs et nets. Donc, je suis pas en train de dire que faire de la course à pied, c'est mauvais à tout prix. On peut avoir une passion pour ça, se faire du bien, on est à l'extérieur, on est au soleil, et cetera, et cetera, et cetera. Mais quand on pratique du sport d'endurance extrême régulièrement pendant des années, on doit être conscient, quelque Ouais, part, dans sa tête, que c'est pas forcément le meilleur moyen de vivre longtemps et en bonne santé. Je pense que c'est important de le comprendre. On voit que quand on analyse la longévité des sportifs, ceux qui vivent le plus longtemps, je crois que ça doit être les. Je sais pas si c'est pas ceux qui font des anneaux ou des choses comme ça. Enfin, c'est des sportifs ouais, vraiment, la des gymnastes ou calisthénie. ce genre voilà, calisthénie ou autre. C'est pas du tout les sportifs d'endurance. Au contraire, les sportifs d'endurance extrême ont tendance à avoir une longévité, qui est similaire à celle de la population, voire plus basse, alors que c'est souvent des mecs ou des gens, des femmes aussi, qui partent avec des bonnes cartes. Parce que quand tu te lances dans des ultra trails, généralement, c'est que tu as quand même une santé qui est au moins dans la moyenne, voire au-dessus. Oui, sinon tu t'y lancerais pas. Voilà, donc en fait, tu as des gens qui partent avec des bonnes bases et mais c'est pas étonnant, hein. Je veux dire, c'est tellement, demandeur pour l'organisme, c'est des sports extrêmement durs, heu, donc c'est pas étonnant qu'il y ait un prix à payer. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles, du coup? Parce que, vu que c'est quand même un stress énorme, du coup, est-ce que tu conseilles, d'en faire à moins haute intensité ou juste de connaître les conséquences et du coup, bah, si tu fais ce choix-là, bah, tu es, conscient, que, ça va détériorer ta santé et que du coup tu devras payer un prix plus tard? Oh, c'est une excellente question, hein, et par détériorer la santé, j'entends, c'est peut-être mieux de faire ça que d'être sur un canapé avec un paquet de popcorn, jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs, tu vois? Ouais, Faut non toujours mais oui. relativiser. Si tu fais pas ça, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être pire, en fait. Maintenant, oui, d'avoir conscience, c'est déjà la première chose. Quand tu en as conscience, tu peux te dire parce que comme le stress, c'est ses effets non spécifiques, tu comprends vite que c'est cumulatif. Donc si sur ta pratique de sport d'endurance, tu rajoutes du HOMAD, des bains Ouais. froids tous les matins, de l'hyperventilation cyclique en mode Wim Hof, que tu fais encore, 14 fois par année un jeûne de 72 heures, que tu as encore un gros stress professionnel, que tu te rajoutes, tu vois? Tu rajoutes tous des stress, là tu as la recette pour avoir des gros problèmes. Mmh. Si c'est ton plaisir et ta passion de faire un sport comme ça, et je comprends que ça puisse l'être, hein, c'est beau, tu es dans des magnifiques paysages et cetera. Il y a aussi des avantages, tu es en plein air, tu es au soleil et cetera. Si tu choisis de faire ça et que tu as cette conscience, tu te dis: «Bon, à côté de ça, je limite le stress». Donc, je me nourris régulièrement, je mange sainement, je m'accorde des journées piano piano, les jambes en croix, au bord de la plage, par exemple. Tu viens pas systématiquement rajouter d'autres stresseurs dans ta vie, par exemple. Parce que tôt ou tard, la coupe est pleine et Mmh. c'est là que tu risques de payer le prix. Si tu fais un sport comme ça, il faut laisser derrière du temps à l'organisme pour avoir une chance de se régénérer au max et lui fournir ce qu'il a besoin pour se régénérer. Ouais, c'est vraiment la clé, c'est de choisir ses stresseurs, en fait. Ouais, on peut résumer ça comme ça. Les stresseurs sont inévitables dans la vie. Oui, oui. Inévitables. De toute manière, on va être confronté à des stresseurs. Donc, l'hormèse, c'est bien joli. On peut débattre longtemps, c'est bien, c'est pas bien. De toute manière, tu vas y passer. On vit dans un environnement où tu as des stresseurs dans l'air que tu respires. Il y a des polluants partout. Là, ces temps en Suisse, ça fait 5 jours qu'on a ces sables du Sahara. On a des microparticules, des particules fines hyper élevées. Moi, on m'a charcuté les végétations quand j'étais gamin, c'était la mode, hein, ils faisaient des Ah ouais. chirurgies pour tout et n'importe quoi. Donc on m'a enlevé le filtre concrètement. Donc dès qu'il y a ces sables, ça m'impacte, tu vois? Pendant Ouais. quelques jours, j'ai ces microparticules qui passent et tout ça, ça te stresse déjà. Après tu rajoutes ce sport, après tu as peut-être un boulot très stressant, Mmh. après tu as peut-être encore 3 enfants qui sont dans une phase où comme là Ouais, j'ai ouais. le petit, il fait les dents et puis il se réveille et puis voilà. Et puis, là-dessus, tu te dis: «OK, j'ai déjà tout ce stress». Puis il y a des gens, pour se booster et puis tenir la rame au travail parce qu'ils ont fait 4 heures de course à pied la veille et puis le lendemain, c'est un peu dur,
Il se réveille, c'est douche froide, café à jeun, et puis hyperventilation cyclique, j'ai fait ces conneries. Donc je me fous de ma propre gueule en disant ça. Mais c'est des outils qui peuvent être utiles, parce que si le jour-là, t'as une session hyper importante avec, je sais pas, tu dois présenter un truc pour ton travail devant une salle complète, bah peut-être qu'il faut assurer le coup. Puis là, tu fais le sacrifice d'utiliser le stress pour te booster. Mmh. Mais dans la vie de tous les jours, il faut aussi savoir des fois se dire, ok, là je suis fatigué, c'est peut-être que je dois lever le pied. Ouais, ouais. Parfois, on doit accepter la fatigue. C'est un signal, le corps nous dit, hey, il y a trop, lève le pied, pose-toi un moment. Donc pour un sportif d'endurance, il faut peut-être s'accorder des phases de Mmh. repos pendant l'année. Ouais, ouais. Si tu fais un Ironman, tu vas puiser fortement dans les capacités de ton corps. Derrière, il faut vraiment se reposer. Si tu fais la bastringue pendant 4 jours derrière pour fêter la réussite, bah, tu rajoutes une grosse couche. C'est peut-être bien de patienter une semaine ou deux avant de fêter ça, quoi, par exemple. Ou alors de fêter ça de manière Un peu plus modéré. peu plus modérée. Ouais. Parce que en plus, tant que tu es sous stress, là où c'est vicieux, c'est qu'on parlait de ces hormones de stress qui viennent masquer à la fois la fatigue, la douleur. Donc ça met un voile sur l'état réel. C'est pour ça que c'est une drogue, le stress, fondamentalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font une fuite en avant dans le stress, parce que tu en as besoin de toujours plus pour cacher l'état réel, tu vois. Mmh. C'est comme si tu mets du chenille sous le tapis. Au moment, il faut un tapis plus gros pour couvrir, et puis encore plus gros et encore plus gros. Donc tu as facilement ces fuites en avant dans le stress qui s'effectuent. Mais, mais tu le vois, dès que le stress tombe, en général, c'est là que les gens sont fatigués, éclatés, malades, etc. T'as plein de gens, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils arrivent le 20 décembre, c'est les vacances, et bam, ils sont claqués, ils sont malades, et ils passent des vacances pourraves au lit. Parce qu'en Ah fait, ouais. ils ont tiré sur la corde pendant longtemps, et quand tu donnes des signaux de stress à ton corps, pour lui, il se dit, là, il faut à tout prix aller de l'avant. Tant pis s'il y a tout qui est en train de partir en vrille, on doit aller de l'avant, donc on soignera ça plus tard. C'est un compromis, Mmh. c'est un compromis pour la survie à court terme, en fait, dans son contexte. Ouais, Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, toujours des phases de repos dans ta saison, en fait, et d'avoir ouais, des phases de régénération parce que tu peux, en fait, avoir, une grosse partie de ta saison où, bah, tu t'envoies, tu fais des grosses séances pendant 4, 5, 6 mois peut-être, où tu as, du coup, beaucoup de compètes, où tu dois beaucoup t'entraîner, mais après toute une partie de la saison aussi, c'est plus tranquille, plus chill, quoi. ouais. Tu vois, pour te donner une anecdote que j'avais vécue quand j'ai fait la sélection pour les forces spéciales suisses, ça dure 3 semaines, c'est assez intense, assez dur en termes d'endurance, justement, pousse assez loin. Et j'ai fini ça, j'étais étonnamment bien. Tu vois, le lendemain, tu te réveilles, ok, je rentre à la maison, ça allait bien. Ça a bien été pendant 5 jours. Pendant 5 jours, je me disais: «Mais c'est comme si j'avais rien fait». Je suis une vraie machine de guerre, j'en ai chié pendant 3 semaines. Tu fais des efforts vraiment, vraiment très importants et tu te sens bien après. Et je me rappelle 5 jours après, d'un seul coup, un matin, j'ai commencé à avoir mal dans tout le corps. Mais tous les muscles du corps ont commencé à me faire mal et ça a duré 3 jours où j'étais hyper crevé, j'avais mal partout. Mais c'est venu 5 jours après. Et je pense que c'est le temps qu'il a fallu pour que les hormones de stress redescendent, Ouais, ouais. s'évacuent, que le corps se dise: «OK, c'est vraiment fini cette fois, ce con il arrête. On va pouvoir réparer la machine». Donc maintenant on va lui montrer il y a de la douleur et de la fatigue pour pouvoir réparer la machine. Parce qu'avant ça servait à rien de le faire, fallait avancer. Mmh. Tu vois un Ouais, peu le ouais. principe? Ton corps peut avancer comme ça, quasi jusqu'à la mort sous stress. Et c'est logique en fait, ce serait imagine si tu dois absolument avancer pour pas te faire bouffer, puis que ton corps se dit: «Non, non, là on va arrêter de marcher parce qu'on a un petit peu ouais, on a le muscle qui commence à fatiguer». Non, il faut avancer. Quand tu es sous stress, il faut avancer. Donc en fait, tu as ce voile qui se met et peu de gens ont conscience de ça. C'est pour ça que souvent, tu te sens mieux quand tu sais, il y a des gens, bah, quand ils vont faire des séances de sport, ils se disent: «Ah, c'est génial, je me sens mieux, j'ai plus mal partout, il y a tout qui va bien». Alors bien sûr, le sport, ça fait circuler, ça active la mobilité, il y a plein d'effets positifs. Mais ça peut aussi être l'hormone Mmh. de stress qui vient masquer le problème et il faut faire attention parce que c'est difficile des fois
de savoir qu'est-ce qui est en train de jouer. Ouais, mais parce qu'en fait, tu toujours plein de choses, qui te stressent et puis en plus dans les sports d'endurance, t'as les problèmes digestifs, après t'as les problèmes musculaires, tout ça, bref, t'as quand même plein de choses et pour revenir un peu aux problèmes digestifs parce qu'on a parlé beaucoup du pendant, on a parlé un peu du avant et un peu du après. Est-ce qu'on pourrait en parler, heu, un peu plus et du coup, que tu nous dises un peu ce qu'il faudrait manger un peu plus, avec précision, peut-être, comment on divise notre assiette, tu vois? Comment est-ce qu'on fait, on divise en 3, on fait un quart, enfin un tiers, un tiers, un tiers? Est-ce que, tu vois, suivant vu qu'on est en sport d'endurance, tu vois? Donc tu veux dire avant, donc Ouais, avant l'année? ouais, avant un effort. Ah, avant un effort, donc les heures avant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, l'idée, alors ça va dépendre si tu es, on va enlever, de l'équation celui qui est céto-adapté puis Ouais. qui veut fonctionner comme ça, c'est complètement différent. Mmh. Maintenant, celui qui a une diète plus standard, ce que tu vas chercher à faire avant un effort, c'est d'arriver avec, déjà tes niveaux de glycogène qui sont les plus hauts possibles. Mmh. Donc tu dois amener des glucides en quantité respectable, heu 1 à 2 heures avant l'effort, histoire que tu aies le temps de faire la grosse partie du travail digestif. Faut pas non plus faire un bol alimentaire exagérément gros. Donc ça, tu dois connaître quelle est ta capacité, parce que si tu la dépasses, tu vas avoir de la nourriture mal digérée qui va trop loin dans le système et qui va t'impacter au début de la course, donc c'est pas le but. Donc ton dernier repas va contenir fondamentalement, bah, des sources de glucides que tu sais que tu tolères bien, avec un peu de lipides, un petit peu, pas trop. Et au niveau protéique, des protéines faciles à digérer, des Mmh. protéines dites légères. Mais ça dépend aussi de l'individu. Et c'est quoi ce que tu Heu, appelles protéines légères? En général, si tu les digères bien, ça va être des choses comme des produits laitiers maigres, des œufs, du poisson maigre, éventuellement des fruits de mer. Mmh. Des viandes assez maigres, quoi, aussi? Les viandes, c'est déjà de la protéine un peu plus difficile à digérer, OK. plus longue à digérer. C'est pas forcément ça que j'irai manger avant un effort, surtout si c'est un effort qui est relativement intense, genre une course à Mmh. pied d'1 heure ou 2. Maintenant, c'est une course à pied beaucoup plus longue où l'intensité, elle est plus piano, surtout au départ. Tu peux peut-être te permettre ça. Il faut bien se connaître. Heu, Après, ben, tu peux aussi partir sur des viandes que tu as fait mijoter longtemps, qui contiennent pas mal de collagène, qui OK. sont aussi plus faciles à digérer que le pire, ce serait par exemple, d'aller sur de la salaison, tu vois? De la viande séchée, Ah OK. heu, Pourquoi? bah, ça va être beaucoup plus difficile à digérer, plus long à digérer. Et c'est C'est pas dû que à c'est un quoi? C'est mauvais peut-être aliment fondamentalement, mais juste avant une course, c'est pas l'idée, tu vois? c'est parce que c'est séché, qu'il y a plus d'eau dedans, non? C'est dû à quoi? Voilà, ton corps a besoin de mettre en place plus de mécanismes, c'est plus long d'aller Mmh. réhydrater tout ça, de faire bah, que les enzymes puissent fonctionner comme il faut dans Ouais, une donc viande qui aussi les fruits secs, pendant dans l'intra, c'est aussi pas super bon? C'est les pareil fruits, ou c'est pas? c'est beaucoup plus facile à digérer des fruits Ouais, séchés, OK. un abricot séché qu'une viande séchée, par Parce que exemple. c'est du fructose, donc ouais, c'est Ouais, tu as du fructose, du glucose, donc mmh, c'est beaucoup plus simple, en fait, à aller attaquer ça, on va dire. Surtout que toi, tu as mâché le truc, mmh. Et du coup, en source de glucides, avant, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir, pommes de terre, patates douces, riz, du ouais, coup, j'irais pain au levain fermenté et sinon, tout ce qui est pâte fermentée, mais vraiment bien fermenté parce que sinon, si tu prends des trucs, pas fermentés, ça va pas faire. déjà, j'irais sur des aliments qui sont chauds ou à minima tièdes. OK. Sinon, tu dois rajouter toute une énergie digestive pour réchauffer ça et pense que la plupart des enzymes fonctionnent beaucoup mieux autour de 37 degrés qu'à 15 ou 20 degrés. Donc si tu manges des aliments froids, ta digestion est plus difficile au départ. Donc les sources de glucides, ça peut être du riz blanc, ça peut être de la pomme de terre, ça peut être, si tu manges la pomme de terre, enlève la peau, Mmh. en particulier avant une course. Ça peut être du pain au levain, ça peut être des pâtes au levain si tu trouves ça, des biscuits au levain que tu as fabriqués, des crêpes au levain que tu as fabriquées. Après, il y a des gens qui vont aller sur du maïs, mais le maïs, c'est bien d'aller sur quelque chose qui s'appelle,
un processus qui s'appelle la nixtamalisation. Donc tu commences gentiment à trouver du maïs qui a été nixtamalisé, c'est comme ça qu'ils le mangeaient traditionnellement en Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc ça, c'est aussi assez digeste. Puis après, pour ceux qui tolèrent bien les fruits, tu peux manger, bah, une grande quantité de fruits avec du Mmh. miel, par exemple, et Ouais. puis, quelques sources de protéines, relativement maigres, et c'est pas interdit là d'amener un peu de graisse de coco typiquement si c'est quelque chose que tu tolères bien, ou un peu d'huile d'olive, mais j'irai pas amener des grandes quantités dans un contexte d'une personne qui est sur une diète plutôt standard glucidique. Ouais, et comment on apporte des lipides à part, du coup, l'huile de coco et l'huile d'olive? Vu que tu as dit qu'il fallait manger, des protéines assez maigres. Ouais, bon après, si tu as des œufs ou des protéines laitières, tu Ouais, as de ça toute suffit. manière un peu de Mmh. graisse. J'irai pas rajouter des tonnes de crème ou de beurre avant une course, OK. typiquement. Sauf si tu as décidé de fonctionner sur du lipide. Oui, voilà. OK. Pourquoi? Parce qu'en général, tu portes sur toi bien assez de lipides pour ta course. Donc il y a pas vraiment de sens à aller amener, des grandes quantités de lipides, juste Mmh. avant une course, si tu es sur un métabolisme standard. Et est-ce que, toi, tu préconises, de marcher avec, 1 gramme par kilo de poids de corps, tu vois, cette métrique de calcul-là? Ou tu préconises plutôt de fonctionner, en testant et en voyant comment tu fonctionnes? Ou est-ce que tu donnes un peu des lignes directrices, du coup plutôt avec les protes, les glucides et les lipides? Combien de grammes par kilo de poids de corps, par exemple, avant la séance et sinon après les est-ce que c'est différent aussi les jours, off où tu t'entraînes pas? Moi, je donne en général, bon, pour les jours off, on a un plan où je travaille plutôt avec des portions pour pas que ce soit chiant pour les gens. Sans aller dans le détail, je vais donner des grammes, d'aliments de source animale pour les protéines. Mmh. Il y a une petite différence entre des protéines plus ou moins denses, mais c'est assez facile à calculer ça. Puis après les glucides et les lipides, je travaille avec des portions. Mais, chez beaucoup de gens, y compris beaucoup de sportifs, on se fie plus à l'instinct. Ouais, Donc j'utilise pas toujours le portionnage, on va dire, souvent je le fais pour les protes à minima, parce qu'il y a des gens qui ont tendance facilement à faire des excès ou des carences. Une fois qu'on a réglé les protes, chez une bonne partie des gens, on fonctionne vraiment, s'il y a pas de gros ouais, problèmes, on fonctionne à l'instinct. Maintenant, pendant l'effort, c'est un peu différent. Ta capacité à absorber de l'énergie, elle est pas illimitée, donc ça sert à mmh, rien d'amener trop d'énergie à la minute ou à l'heure, et il faut penser que selon la santé digestive, cette capacité, elle peut être plus ou moins haute, ouais, et qu'à mesure que l'effort avance, potentiellement, elle est de plus en plus faible. C'est pour ça que une boisson qui est parfaite pour tes 2 premières heures de course, après 6 ou 8 heures de course, elle peut déclencher des diarrhées parce que ouais, tout d'un coup, tu arrives plus à la digérer. Donc là, c'est extrêmement difficile de donner des recommandations parce que c'est tellement à individualiser et chacun doit se connaître, et je miserais plutôt sur la prudence. Dans le mmh, sens, j'irais un petit peu plus bas au niveau de l'apport glucidique dans le si quelqu'un s'alimente principalement par, la boisson, j'irai pas chercher le max, genre le 75 grammes par litre ou 80 grammes par litre, parce que tu es sur des œufs, hein, tu es sur un terrain glissant, et après quelques heures de course, ça peut être la cata. ouais. Donc de viser peut-être un poil plus bas. Surtout que c'est possible qu'il assimile même pas les 80 grammes ou les 70 grammes, par heure avec de la boisson et qu'en fait, il en utilise que 30 donc autant peut-être en prendre que 30 tu vois? Voilà, voilà, exactement, exactement, et en plus, si tu arrives pas à les absorber, bah, ça va déclencher derrière, des problèmes de type diarrhée ou autre, Mmh. et bah, c'est le pire que tu peux avoir en course, donc parfois, c'est complexe parce que tu as envie d'optimiser, mais finalement, c'est parfois sur une longue course comme ça, c'est parfois mieux d'être un petit peu plus loin de l'optimal, mais de finir la course, que d'avoir optimisé le truc, puis après 4 heures, c'est la catastrophe, et il y a l'abandon, quoi. Mmh. Heu, donc voilà, mais comme je disais, à partir de 4 heures de course, enfin à partir de 4 heures d'effort, moi je recommande généralement d'avoir des aliments solides. Ouais. Généralement. Là aussi, il faut se connaître. Il y en a à partir de 2 heures, il faut déjà du solide. D'autres, ils vont tenir facile 6 8 heures avec que du liquide. Mais ça c'est vraiment, Ouais, à individualiser. individualisé. Mmh. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr et du coup, il y a avant, pendant, il y a aussi après. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire après sa séance? Suivant quand Bah, on s'entraîne dans la journée aussi.
Ouais, bah, après ta séance, c'est important assez rapidement d'avoir un repas complet. Ouais. Sans exagérer la quantité non plus, parce que tu viens de fournir un gros effort, ton intestin il est pas encore bien perfusé, faut pas amener trop d'un coup, Mmh. mais d'assez rapidement signaler à ton corps qu'il a à manger, qu'il est au calme, qu'il peut abaisser les hormones de stress, puis commencer en fait à se régénérer, à se réparer. Plus tu le fais tôt, plus tu vas bénéficier en fait Ouais. de la qualité de ton entraînement. Parce que, tu progresses pas souvent les gens pensent qu'ils progressent pendant qu'ils s'entraînent, en fait, tu progresses généralement après l'entraînement, quand il y a la réadaptation qui se fait. C'est là que Ouais. c'est les heures ou les jours qui suivent que tu vas vraiment t'adapter. Donc il faut, après un gros entraînement, si tu veux en fait, tu as fait tout cet effort, tu t'es fait du mal. Si tu veux que ça serve à quelque chose, c'est hyper important, les 48-72 heures après, d'avoir, du sommeil, bien assez à manger, réduire le stress et cetera et cetera. Le Et du pire que coup tu peux faire, c'est tu sais, il y a beaucoup de gens, ils disent: «Ah ben, j'ai une soirée avec des potes, vendredi soir», ils vont se prendre une murgée parce que c'est l'anniversaire à un ami, puis pour se donner bonne conscience, ils vont se faire un gros entraînement l'après-midi, donc quelques heures avant ça. C'est le pire que tu peux faire, autant ne pas faire de sport à ce moment-là. ouais, parce que ça va rajouter du stress par-dessus le stress. Ouais, ouais, et puis tu vas rien bénéficier parce qu'en fait, pendant que ton corps va devoir bénéficier via la régénération de ton entraînement, bah, tu viens rajouter d'autres problèmes Mmh. et puis c'est pas la bonne idée, hein. Ouais, non, mais, c'est sûr et du coup aussi, il y a toute, tu conseilles, quoi, en termes quand tu dis un repas complet, c'est d'avoir assez de glucides, on favorise plutôt quel type, de d'aliments, après ça? Après Ça, l'effort? j'individualise avec la personne, hein, je dirais que, de manière générale, moi, je recommande entre 15 et 30 de prot dans sa diète. Je Ouais, recommande de pas aller plus haut que 30 et de pas aller plus bas que 15. L'idéal étant souvent autour de 20-25. Mais de nouveau, ça peut s'ajuster selon les contextes. Puis ensuite, entre glucides et lipides, je m'adapte pas mal à la personne, mais en général, je descends pas en dessous de 15 de l'un ou de l'autre. OK. Ouais et puis Ouais. sinon tu fais moitié-moitié, Ça dépend de tout, de la tolérance digestive, du plaisir de la personne, de plein de choses. Donc là, il y a pas vraiment de règle, ouais, hein. ouais, J'ai des gens, on va rester très bas en glucides, d'autres on va rester très bas en lipides, mais on aura quand même environ ces 15 qui à mon sens amènent le strict minimum pour pas qu'il y ait trop d'adaptation, en fait de production endogène de lipides ou mmh. de glucides qui est suboptimale, en fait. Et du coup, pour les protéines, est-ce que tu conseilles plutôt des protéines plus grasses, plus maigres après la séance? Parce qu'avant, tu conseillais plus maigres, peut-être après plus grasses pour favoriser qu'il y ait un peu plus de lipides et que la protéine se digère peut-être un peu mieux. Ouais, bah, je pense de toute façon d'amener des graisses de bonne qualité, c'est important parce que ça contient certains nutriments. Il y a des vitamines liposolubles que tu vas trouver, plutôt dans les graisses et puis d'amener des graisses comme ça, en fait, pendant un effort longue durée, tu auras puisé aussi dans tes réserves lipidiques, donc c'est bien de les restaurer et effectivement, les protéines grasses, je les amènerai plutôt après l'effort ou dans les jours off que juste avant ou pendant l'effort, en tout cas pas, quoi. Mmh. Mais Ouais, effectivement, donc ça serait en termes de protéines, tout ce qui est produits laitiers, tout ce ouais, qui est viande, protéines ouais, animales, du coup viande, poisson, œufs. Donc ça, c'est plutôt pas mal après. Après en glucides, bah, comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure, des pommes de terre, du blé fermenté, donc pain au levain, pâte au levain, mmh. sinon, patates douces, pommes de terre, riz, et après les légumineuses. Je suis pas un grand, fan des légumineuses Ouais, personnellement, c'est des fibres très fermentescibles, donc qui peuvent facilement créer des ballonnements, puis générer de la toxicité. Maintenant, il y a des gens qui les tolèrent bien, oui, à voir. Si ça vous fait ouais. vraiment ballonner et gazer, c'est probablement pas la meilleure idée. Mmh. Après, chez un sportif d'endurance comme ça, comme il y a souvent ce problème de l'intestin qui est désénergisé, qui a peu de moyens pour lutter contre les micro-organismes, en tout genre qui peuvent proliférer. C'est bien d'avoir régulièrement avec ses repas, des herbes aromatiques, certaines épices antimicrobiennes. On peut penser, thym, romarin, sarriette, origan. Alors je vous dis pas de brouter des bouquets entiers, mais d'en avoir un petit peu pour protéger le bol alimentaire, que vous Mmh. puissiez vous le digérer et qu'il soit pas trop consommé par des éventuels, micro-organismes, ça peut être utile. Il y a le gingembre qui peut être utile si vous Ouais. le tolérez. Mais après, il y a certains aliments
qui ont une fonction intéressante à ce niveau-là, qu'on peut utiliser plutôt hors des courses justement. Ça peut être les champignons de Paris bien Ouais, cuits, ça peut être la carotte crue, idéalement de la carotte jaune ou blanche, pour différentes raisons, mais après si vous avez que de la carotte orange, c'est pas grave en soi, d'accord? Si vous en avez, j'irai pas en manger, 50 par jour, mais si vous en avez une ou 2 pour l'effet, antimicrobien et de nettoyage de la sphère digestive, ça peut être vraiment utile chez un sportif, d'endurance. Un sportif d'endurance, à mon sens, il devrait aussi observer et se poser les questions de sa santé thyroïdienne parce que c'est ah ouais. typiquement je dirais une sphère santé qui peut facilement être impactée, quand il y a du stress et on a vu, un sport d'endurance, c'est fondamentalement un stress assez puissant. Moi, j'ai vu dans le boulot que j'ai fait avant, on sort rarement indemne à ce niveau-là, hein, quand on a eu beaucoup de stress dans la vie. Donc un moyen simple, en fait, déjà parce que les bilans sanguins, ça vaut ce que ça vaut, on peut en parler, mais sur la sphère thyroïdienne, c'est vraiment, à prendre avec des grosses pincettes. De mesurer sa température basale corporelle avec un thermomètre à l'aisselle, Mmh. idéalement un thermomètre analogique qui est, certifié comme précis, hein. Il y a des marques allemandes comme Geratherm qui en font, ils sont pas chers. Et là, de prendre la température au réveil, 1 heure après le petit déj et en fin de journée. C'est très utile. Donc on attend la stabilisation à l'aisselle, ça prend 5 à 8 minutes. On n'est pas obligé de faire ça tous les jours, on fait un pointage 2-3 jours de suite chaque mois et on observe où on est. L'organisme humain, il est fait pour fonctionner idéalement à 37°, voire même un peu plus haut, mais ce serait une trop grosse dépense énergétique, donc on fonctionne en général à 37. Et c'est à 37° que l'intestin fonctionne le mieux, que le foie fonctionne le mieux, que la plupart des enzymes fonctionnent le mieux. Si vous voyez que vous êtes systématiquement en dessous de 36,5, Ouais. il faut vous poser des questions sur votre santé thyroïdienne. Et je vois fréquemment des sportifs d'endurance qui sont en dessous de 36. Donc je vois des gens à 35,5, voire j'ai vu des gens en dessous de 35°. Et on n'est pas des lézards, hein. En dessous de 35°, il y a un gros problème. Ouais. Et quand vous voyez ça, pensez que votre système ne peut pas fonctionner correctement de cette manière, et la sphère digestive va être directement impactée de diverses manières. On a vu que les enzymes digestives vont déjà moins bien fonctionner à des températures trop basses, mais en plus de ça, plus vous vous éloignez du 37° vers le bas, plus vous facilitez l'implantation de pathogènes, champignons, bactéries. La plupart des champignons vivent idéalement entre 30 et 33°. Mmh. Les champignons type Candida albicans ou autres, et beaucoup de bactéries pathogènes préfèrent, du 35° que du 37. Donc, dans un contexte de sport d'endurance, ça peut être bien d'essayer de maintenir une température corporelle, décente. Ouais, ouais. Parce que ouais, c'est sûr que la santé thyroïdienne, non, c'est vrai qu'on en parle pas énormément, mais c'est super intéressant et sur, du coup, toute, la partie, qu'est-ce qu'on mange, quand et cetera, faut énormément tester. C'est sûr que si tu testes jamais, tu sauras jamais ce qui fonctionne pour toi. Si tu restes toujours sur les mêmes, choses et que ça fonctionne pas, bah, ça fonctionnera pas, c'est sûr. Mais aussi il y a toute la partie, comment on choisit ce qu'on mange et surtout où est-ce qu'on trouve et à quel prix et comment, arriver à discerner un peu le vrai du faux, là-dedans. Ouais. C'est un gros sujet, la qualité des aliments, elle est super importante. C'est un peu de ça qu'on parle, hein, finalement. On a parlé du type d'aliments, maintenant on parle de la qualité et je dirais le plus efficace, c'est de connaître le producteur, de lui faire Ouais, on sait qu'on peut lui faire confiance, on voit comment il travaille, il mange lui-même ses propres produits, c'est quelqu'un de sérieux. Là, en général, on est du bon côté. Après, il y a les labels. Hein, quand on connaît pas les producteurs, pour beaucoup de gens qui habitent en ville ou autre, c'est difficile, donc il y a les labels, hein, il y a le bio, le Déméter, il y a le Bleu Blanc Cœur en France, enfin bref, il y a le Bœuf d'Herbe, il y a plein de labels qui veulent, dire, beaucoup de choses, c'est bien d'aller voir le cahier des charges des différents labels, mmh, quand on veut vraiment s'intéresser parce que c'est pas parce qu'il y a un label sur un produit qu'il est forcément, super, hein. Il y a des labels plus ou moins sérieux, mais c'est déjà une certaine garantie, ces labels. Une meilleure garantie de qualité que s'il y a rien du tout et je pense que
quand on n'a pas le choix d'acheter des produits, si on peut pas acheter chez un éleveur ou un producteur qu'on connaît, d'avoir un label, ça peut être déjà une bonne chose. Après, il y a l'aspect local. En général, ce qui vient de loin, c'est pas forcément que c'est forcément moins bon à la base, mais très souvent, c'est cueilli avant maturité ou ramassé avant récolté avant maturité. C'est protégé pendant le transport, de différentes manières. Ils utilisent certains gaz, pour pas que les produits s'abîment parce que sinon il y a une grosse perte à la fin. Donc on a forcément tendance à avoir une moins bonne qualité quand c'est importé. Si vous mangez, des mangues sur place en Afrique, vous avez bien plus de chances qu'elles soient mûres et de bonne qualité que, celle qui finit, dans votre centre commercial local, voilà, c'est donc l'aspect local joue un rôle. Il joue aussi des rôles plus complexes pour d'autres raisons, on va pas aller dans ces détails-là. Ça veut pas dire qu'on doit jamais rien manger d'exotique à mon sens, faut pas tomber non plus dans des comportements, orthorexistes ou extrêmes. Mais je pense que c'est intelligent de manger en grande partie des aliments locaux, si on peut. Et puis, on a parlé des additifs, hein, en début de podcast. C'est quelque chose que je souligne, encore, hein. Les additifs, faut vous en méfier. Faut pas trop faire confiance, même quand ils ont des noms qui ont l'air jolis. Comme vous voyez, juste marqué vitamine C ou acide ascorbique, on se dit que tout va bien, c'est de la vitamine C, donc c'est une vitamine, c'est génial. La vitamine C industrielle, en soi, c'est l'acide ascorbique, c'est la même molécule, entre guillemets, que la vitamine C naturelle. Alors après, certains vont dire qu'il y a des petites différences électroniques ou autres, peut-être. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que ces vitamines C, de par la manière dont elles sont produites, elles sont largement polluées. Heu, il y a des traces de métaux lourds, de solvants, et cetera, et cetera. Donc c'est jamais anodin. Ça veut pas dire que ça va me déglinguer parce qu'il y a un petit peu de vitamine C, mais si vous êtes déjà sensible, ça peut être suffisant. Il y a des gens qui réagissent mal à la vitamine C, synthétique. L'acide citrique, on en a parlé, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a tous ces phosphates inorganiques, qu'ils vont mettre dans les aliments. Il y a plein, plein de choses comme ça, à regarder. Et puis après, bon, tout ce qui vient du milieu naturel, c'est en général de bonne qualité si ça vient pas d'une région très polluée. Ça, c'est sûr que peut-être que les champignons qui poussent à Tchernobyl, c'est peut-être pas Ouais, les meilleurs du lot, mais en général, ben, typiquement les produits de source animale, la viande de gibier, elle est en général de très bonne qualité, dans la plupart des cas. Donc voilà pour la qualité. Maintenant, il y a des marques plus ou moins sérieuses. Après, il faut toujours penser qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de marketing. mmh, Quand on veut vendre un produit, il y a des marques qui mettent beaucoup plus d'énergie, en fait, dans le marketing et puis l'emballage, l'étiquette, les petits labels, les petits trucs comme ça, que dans la je dirais le réel travail, derrière de sourçage du produit, donc il faut un petit peu se méfier. Il faut quand même garder un esprit critique. C'est pas parce que c'est marqué, bio et puis, certifié ceci, cela, que c'est forcément solide. mmh. Il y a beaucoup de labels un petit peu alibi, heu, où on paye un petit quelque chose et puis en fait, ils ont le label, c'est soi-disant testé par un organisme indépendant, mais bon, est-ce que c'est fait sérieusement? C'est très, très difficile en fait d'avoir, la vue d'ensemble. Pour Ouais, ça non, qu'en général, d'aller sur les aliments les plus bruts possibles, les moins transformés, locaux, on se met déjà du bon côté, quoi. ouais, et comment, parce que trouver du local, acheter du bio, acheter du label, c'est toujours quand même assez cher. Comment, est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir, tu vois, quand on n'a pas forcément énormément de moyens à mettre dedans? Ouais. Ben, il faut regarder qu'est-ce qui coûte cher dans l'alimentation et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de plancher, hein, une alimentation, qui soit de haute qualité et très bon marché et c'est une alimentation, à mon sens, qui va allier, comme produit, si on les tolère digestivement, du lait avec, une source de féculents, idéalement de la pomme de terre, mais éventuellement autre chose et de temps en temps des aliments très riches en nutriments, mais ponctuellement comme des huîtres ou du foie ou du cœur. Et là, vous avez une alimentation qui peut vous coûter une poignée d'euros par jour et être de très haute qualité et couvrir, l'ensemble de vos besoins. Mmh. Donc
c'est clair que les fruits de bonne qualité, c'est vite très cher. Le miel de bonne qualité, ça peut être cher. Heu, donc il faut aller peut-être sur d'autres sources si on peut, ou si on justement, si on n'a pas le choix. Le lait contient des protéines de très haute qualité. Si on fait lait, pommes de terre, éventuellement du bouillon d'os ou une autre source de gélatine ou de collagène et de temps en temps des huîtres ou du foie ou du cœur, on couvre absolument tout ce qu'on a besoin au niveau de la diète. Heu, mais il faut que la santé digestive soit suffisante. Ouais. Je pense que c'est bien aussi d'ajouter dans une diète comme ça un petit peu d'herbes aromatiques, d'épices pour l'aspect antimicrobien. Éventuellement, de temps en temps, de la carotte crue, du champignon de Paris pour l'aspect antimicrobien et transit. Heu, voilà. Après bon, c'est clair que ça peut vite être un budget l'alimentation parce que pour un sportif d'endurance, il y a aussi tout l'aspect électrolytes, magnésium et cetera. Si on l'amène pas par la nourriture, il faut passer par des compléments, c'est pas forcément, moins cher. Mmh. L'eau de Ouais, coco est une excellente source de magnésium et de potassium, par exemple. Donc pour quelqu'un, après elle peut vite être chère aussi, hein, mais de l'eau de coco avec un peu de sel dedans, vous avez une boisson électrolytique qui est efficace, qui contient beaucoup de magnésium, beaucoup de potassium. OK. Bon, bah, super, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast, c'était super intéressant. Où est-ce que les gens, peuvent te retrouver? Ouais, bah, en tout cas, déjà, merci à toi, de m'avoir invité. Donc moi, mon site internet, c'est nutrivore.ch, avec un E à nutrivore à la fin. Avec le même nom, vous me trouvez sur Instagram, où je publie régulièrement, des contenus. Et j'ai une chaîne YouTube, qui s'appelle Révolution ancestrale, sur Ouais. laquelle je publie aussi pas mal de choses. Donc ça, depuis là, vous avez accès un petit peu à tout ce que je fais. OK, bah, je mettrai tous les liens en description, comme ça ils pourront aller voir et puis tu proposes aussi du coaching, je crois, Bien donc sûr, ouais. aussi, via, ton site nutrivore.ch, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, Je fais du coaching individuel ou maintenant j'ai aussi un groupe de coaching pour les plus ouais. petits budgets, OK, d'accord, ouais, super, parfait. Si, les gens veulent, retrouver tout ça, bah, c'est tout en description. Encore merci, Christian, c'était super. Je pense que là, les gens, ils ont vraiment, toutes les clés, pour, comprendre, un peu les bases de la nutrition et savoir comment, démêler le vrai du faux et avoir une bonne alimentation. Voilà. Bah, merci Merci beaucoup. à toi et puis salutations à tes auditeurs. Ouais. Allez, salut à tous.